comme disait l'autre, nous voici enfin retrouvés, cher peuple. C'était en 58, rappelez-vous, pour ceux qui ont vécu ça. Bon, alors, pendant que Daniel n'écoute pas, je vais corriger un tout petit peu. Effectivement, la semaine prochaine, on va aller sur un territoire que je connais assez bien, pas en entier, qui est le Sahara, qui est le territoire et le terrain de l'anthropologue. Bon, je ne vais pas développer aujourd'hui. En complément de cette région très particulière, c'est pas le petit village gaulois dans le fond, c'est un campement de nomades devenus sédentaires depuis, et où on essaiera de voir comment se partagent les territoires. J'en dis pas plus aujourd'hui. Pour que dans 15 jours, quelqu'un que je connais depuis l'époque où je commençais à sillonner un petit peu le Sahara, qui est André Bourgeot, qui lui est resté, qui est resté nomade, on va dire, même s'il est au CNRS et s'il a fait des interventions dans différents pays et autres que le Sahel, est devenu tout de même un spécialiste à la fois des Touaregs. Quand je l'ai rencontré, c'était en 70. Moi, je menais une caravane de chameaux que j'allais vendre à la frontière libyenne, mais côté algérien. Et lui était là avec un 4x4. Je lui ai dit, je voudrais rencontrer Bourgeot parce que c'est un spécialiste. Il me dit, vous voulez quoi, Bourgeot? Et c'était lui. Et donc on est devenus amis. Et puis, un peu perdu de vue, je l'ai suivi de loin en loin parce qu'il publie et qu'il fait beaucoup de choses très intéressantes. Donc il est, en tout cas, le spécialiste des Touaregs, mais comme vous le savez, il y a, j'imagine, enfin il nous le dira mieux que moi, il y a beaucoup de Touaregs, il y a plein d'autres populations dans la région, Niger, Mali, Haute-Volta, donc il nous parlera de ces stratégies d'occupation des territoires, de répartition de frontières aussi, je vais parler beaucoup des frontières aujourd'hui. Et puis, la quatrième intervention, aujourd'hui ce sera encore une fois plus historico-philosophico, peut-être sociologique, mais pas très anthropologique, je crois. Avec un pari, vous savez, c'est une démarche intellectuelle, ça ne veut pas dire que j'y tiens à tout prix, mais ça nous permet d'avancer et de voir comment on organise nos données, nos informations. C'est pas plus que ça, la démarche universitaire. Hein. C'est aussi des travaux très fouillés, mais sur ces questions-là, je suis moins compétent que, je l'espère, la semaine prochaine. J'ai donc fait un peu de lecture, de recherche. Et sur la question des territoires, je vais essayer, mais j'espère que la démonstration dans 3 semaines sera plus radicale. Je vais essayer de dire que le seul territoire disponible où on peut circuler comme on veut, c'est le temps. C'est pas l'espace, c'est le temps. Et donc la mémoire. Vous verrez comment ça va s'illustrer. Il y aura un petit clin d'œil avec un film que vous connaissez peut-être, mais vous le découvrirez ou vous le reverrez, je pense, avec plaisir, je ne vous dis pas. Il y a 2 films d'ailleurs qui se situent dans les mêmes endroits, à des époques différentes. Je laisse un peu le flou. Parce que la 4e intervention, donc je reviendrai après Bourgeot, ce sera sur le cinéma. Comment on apprend, on découvre, on exploite, on utilise les territoires au cinéma. Les territoires du cinéma, ceux qui nous sont donnés comme information, voilà. Si vous connaissez telle région, c'est souvent par le cinéma, avant d'y aller vous-même pour voir, parce que ça vous a plu au cinéma, vous y allez. Bon. Et puis surtout, comment la caméra découpe des territoires. Bon, je ne vais pas développer plus là-dessus, mais partons, si vous voulez bien, avec ce présupposé, ce principe de directeur qui est de dire les territoires sont déjà attribués, les gens se les sont attribués, on leur a attribué, difficile de déloger quelqu'un, sinon on fait une guerre, on fait, bon voilà, il y a plein de choses, plein de moyens très, très pratiques et parfois douloureux, mais le temps c'est un espace où on peut circuler comme on veut, et la mémoire aussi, bon, à condition d'être à peu près en état de marche. Alors, bon, j'ai des chapitres, je vais un peu lire, pas trop j'espère, pour pas trop vous ennuyer. On part déjà d'une confusion très large entre territoire et espace. Et je pense qu'à partir du moment où les territoires ont été définis, attribués, répartis, le sens de l'espace est devenu plus large. C'est-à-dire qu'on dit mon espace vital, hein, c'est le territoire que je parcours tous les jours, bon, ma bulle au-delà de laquelle je me sens un peu envahi par quelqu'un qui s'approche trop, surtout si c'est le matin après le petit déjeuner et après l'aftershave. L'espace est devenu le refuge du rêve, c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'espace depuis quelques années maintenant, on le sait, on circule, l'Odyssée de l'espace, etc. Donc le mot espace a pris un autre sens, espace intersidéral pour développer. Donc on va rester à territoire, mais on va essayer peut-être de voir quelle définition on peut en donner de façon plus précise. En prenant tout simplement, je crois que c'est le Robert, mais peu importe, territoire, étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain,
le territoire national français, en territoire ennemi, aménagement du territoire, étendue de pays sur lesquels s'exerce une autorité, une juridiction, le territoire de la commune, pays qui jouit d'une personnalité mais ne constitue pas un État souverain. C'est intéressant. Les départements et territoires d'outre-mer français, oui, territorial, qui consiste en un territoire où le concerne les eaux territoriales, vous savez ce que c'est, qui concerne la défense du territoire national, etc. Bon. Sur un autre mot que je trouve intéressant de rapprocher de territoire, territoire c'est quelque chose qu'on parcourt, qu'on s'attribue, mais sur lequel on n'est pas encore vraiment fixé. Et je pense dans nos sociétés, on est une émergence récente des sociétés traditionnelles, pour le Dauphiné en tout cas, on est une société d'agriculteurs, de paysans, même si les choses ont évolué très vite depuis 50 ans. Hein. On est en gros sorti du néolithique il y a 50 ans, et si tant est qu'on en est vraiment sorti, il y a encore des croyances qui remontent à la nuit des temps. Et la fixation, on part de la même racine, mais il y a une fixation qui est intéressante, qui est le mot terroir. Alors, terroir, région rurale, provinciale, considérée comme influent sur ses habitants, accent du terroir, poète du terroir, ensemble de terres d'une même région, fournissant un produit agricole caractéristique, goût de terroir, goût particulier d'un vin, notamment dû au terrain. Et on arrive à terrain, et là on rejoint, il y a le terrain à bâtir, il y a des déclinaisons infinies du terrain, il y a le terrain de l'anthropologue, c'est curieux, c'est un terme bon. Moi je préfère dire atelier, c'est un endroit où on travaille avec les gens qui nous accueillent et pas seulement le terrain à labourer, à exploiter, bon, mais c'est le terme qu'on garde. Puis il y a un terme que j'aime bien, qui est un terme brésilien, portugais mais brésilien, c'est terreiro, qui veut dire aussi terrain. C'est quoi un terreiro? Vous savez une idée de ce que c'est? Vous connaissez un peu le candomblé, enfin ces traditions brésiliennes, sont les Noirs descendants d'esclaves qui pratiquent des rituels qui, on va dire le vaudou si vous préférez, mais au Brésil c'est candomblé, vaudou c'est plutôt Haïti, qui se pratiquent dans des lieux qu'on appelle les terreiros, c'est un lieu où on peut danser, etc. Enfin, vous avez ces images en tête, parce que ce terreiro est une transposition du territoire africain qu'on a emmené avec soi. Bon, on avait surtout des chaînes et puis pas grand-chose pour survivre, mais dans la tête, évidemment, des rythmes, l'Afrique en Amérique, bien sûr, ça a donné le jazz, ça a donné toutes les musiques brésiliennes, enfin une partie des musiques brésiliennes, il y a aussi l'influence portugaise et andalouse, mais la notion de terreiro est très intéressante. C'est un territoire qu'on transporte avec soi. En général, on n'emmène pas son territoire avec soi. Et là, symboliquement, c'est un terme qu'il faut retenir, j'y reviendrai peut-être. Bon, ça c'est pour quelques définitions. Ensuite, peut-être rappeler que sur la matérialisation des territoires, j'ai retrouvé ça, je pars un peu dans plusieurs directions, on va dire des pistes pour faire moins fourre-tout. Vous verrez, j'essaierai de faire que ça se resserre après sur la thématique ou sur les thématiques que j'ai annoncées depuis le début, mais c'est tellement riche, cette notion est tellement imprécise et tellement documentée. Il y a j'ai pris quelques bouquins, mais il aurait fallu travailler, enfin c'est une carrière sur ce thème-là. C'est pas ma spécialité, j'ai essayé de faire au mieux. Ce qui est intéressant par exemple, c'est que pour matérialiser la première map monde, elle aurait été faite par des géographes juifs d'après les récits des marins. Donc j'ai lu ça dans Libé, c'est un texte, une analyse de Paul Virilio, qui est un philosophe, vous connaissez peut-être. C'est de mémoire, il n'y a pas une approche, c'est plutôt une approche symbolique, intellectuelle. Et puis alors, on va revenir sur les Juifs parce que c'est très intéressant la représentation qu'ils ont de leur territoire. Vous avez déjà une petite idée où je risque de vous emmener. Et puis alors, un exemple tout à fait différent, comme je vous le dis, je vous livre en vrac des thématiques possibles à développer, mais c'est Miribel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qu'on a passé en fin de... Oui, j'étais quand même présent un petit peu l'an dernier, sur Miribel-Jonage. Miribel-Jonage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à la sortie de Lyon, en direction de l'Ain, et où il y a 2200 hectares de verdure, de parcs, de plans d'eau, où les populations, qu'elles soient franco-françaises depuis 30 générations, bons lyonnais, viennent faire du sport, du golf, du tennis, enfin tous les sports aquatiques surtout, non, pas tennis, si peut-être, enfin c'est pas le plus important, et surtout jogging et VTT, ou vélo, et où les communautés, on va dire comme ça, qui habitent la région lyonnaise, viennent en toute liberté profiter de l'espace, parce qu'en général, un peu caricatural, un peu cliché, mais ils habitent dans des lieux où il y a peu de jardins, peu de prés autour des immeubles et des quartiers, pour faire simple.
Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que, par définition, il y a de l'espace, il y a des territoires très différents. Il y a des communautés qui s'approprient un quartier de Miribel. On est dans la verdure, hein, vous connaissez tous un peu, en tout cas vous irez, promis. On est dans la nature, une nature qui est maîtrisée, puisqu'il y a des chemins, des accès. On peut s'aventurer un peu loin, mais on n'est jamais loin d'un autre chemin qui nous ramène. Bon, donc, mais on a une impression de liberté qu'entretiennent les autorités du parc en surveillant qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'il n'y ait pas trop de mobylettes qu'il y a eu dans les terrains pour les abîmer puis pour déranger les gens, et qu'il n'y ait pas de feu au sol. On peut faire des barbecues. Il y a des gens qui font aussi des méchouilles, on leur demande de vite faire cuire leur viande et puis de débarrasser après. Donc ça se passe bien. Mais il y a quelques petits événements désagréables. Enfin, sur 50 000 personnes qui viennent parfois un jour d'été, un dimanche d'été, c'est peu de choses par rapport à la délinquance moyenne, je dirais plutôt aux incivilités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce territoire se partage un peu par communauté, bien sûr. Je pense en particulier, si vous avez vu le film, aux Réunionnais qui se retrouvent tous au même endroit, mais qui sont prêts à laisser leur place pour peu qu'on s'y prenne un petit peu à l'avance, qu'on leur demande, parce que c'est un endroit qui est couvert, qui est très pratique. Et les territoires se décomposent de façon physique, immédiatement visible, puisqu'ils sont là, et nous on va se mettre un peu plus loin, sachant que la semaine prochaine on viendra dans un autre endroit, mais toujours dans le même secteur, ou peut-être qu'on va changer complètement de secteur, au lieu d'aller dans les régions, dans les coins où il y a de la verdure, on ira au bord de l'eau, parce qu'il y a les enfants, parce qu'on veut se baigner, ou autrefois pêcher, on pêchait les poissons-chats que les Asiatiques, les jeunes du Sud-Est asiatiques appréciaient beaucoup, ça ressemblait au Mékong, d'après les témoignages. Alors évidemment, vous imaginez l'impact psychologique que ça pouvait avoir, ce lieu où on pouvait cueillir des plantes traditionnelles et se retrouver comme chez soi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, ces territoires, ils peuvent être sonores, c'est-à-dire que à partir d'une certaine distance, vous entendez la musique réunionnaise. Hein, je ne vais pas vous la mimer, vous avez en tête quelques airs ou quelques mouvements. Et puis vous allez un peu plus loin, les odeurs d'un méchoui, vous avez une présence physique qui est caractéristique, on va dire, les gens des dom-toms, eh ben, voilà, ils sont noirs, ils ont une façon de s'habiller, et les gens des îles se mettent du blanc, les femmes, elles sont blanches parce que se protègent du soleil. Donc ce sont autant de mini-territoires qui sont aléatoires, puisque d'une semaine sur l'autre ça change, mais ils ont une identité forte. Il n'y a pas de frontières, pas d'obstacles, sinon la courtoisie de ne pas aller enfreindre le territoire de l'autre. Mais j'ai un exemple dans le film où une dame s'en va, je la vois revenir, et je dis vous êtes allé faire quoi? Elle dit je suis allé demander le sel. Voilà, donc on peut échanger comme ça de façon un peu superficielle, mais courtoise et finalement très agréable, parce qu'on sait qu'on peut compter sur le voisin sans être obligé de l'envahir. Bon. C'est un peu différent dans les immeubles où il y a aussi beaucoup, on ne le dit pas assez, beaucoup de solidarité entre voisins, mais c'est pas tout à fait le même contexte. Donc voilà des territoires un peu particuliers. Alors j'ai pas les outils, mais on pourrait faire des patates. Hein. Il y a le territoire de l'odeur, le territoire du visuel, le territoire des musiques, des sons, et tout ça s'entrecroise de certaines façons. Donc j'aurai, j'espère, un outil la semaine prochaine pour retravailler sur ces questions de répartition et de schéma avec les nomades algériens. On va faire ça. Alors quand même, du coup j'oublie mes transparents. J'en ai quand même un que j'aurais affiché en permanence, mais je vais vous le lire, puisque c'est d'autant plus important pour moi que quand j'ai lu le livre de ce monsieur qui s'appelle Marcel Mauss, dans un livre qui s'appelle Sociologie et Anthropologie, je ne sais pas si ça vous parle, c'était notamment le patron de Germaine Tillon, lui qui l'a envoyé dans les Aurès dans les années 20, et Marcel Mauss, que je n'ai pas connu évidemment, mais est une référence. Et il écrit un article important qui s'appelle « Essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux », on disait encore esquimaux à l'époque, une sociologie et anthropologie, PUF, 1950, je crois que Daniel vous fera passer la biblio. Et il dit, et je crois que ça va aussi nous conduire tout au long, le volume géographique, c'est l'étendue spatiale réellement occupée par la société considérée. Le volume mental, c'est le volume spatial qu'elle parvient à embrasser par la pensée. Là, je pourrais m'en aller, vous dire merci, au revoir, parce que j'ai tout dit. C'est banal, hein, mais il fallait le trouver, le dire comme ça. Et puis, c'est très intéressant, parce que là où je me reconnais, le terrain que je parcours, et vous verrez combien ça fonctionne avec les Bédouins, les nomades. Il y a mes territoires de parcours, mes territoires d'alliance, d'économie, de pâturage, de
pâturage, on peut dire aussi package. Et puis il y a tous les territoires fantasmés qui vont jusqu'au ciel, enfin, par cercles plus ou moins concentriques, c'est pas aussi simple que ça. Et donc je crois que c'est important d'avoir ces idées en tête, même si elles sont encore une fois pas révolutionnaires, c'est des choses qu'on peut penser chacun de son côté. Alors il y a aussi une expression qui est intéressante, c'est marquer son territoire. Déjà une petite récréation. Marquer son territoire, vous connaissez l'expression, vous savez ce que ça représente pour certains types d'êtres vivants, les chiens par exemple, vous savez comment ils font. Bon, mais là je vais vous coincer quand même. Et au Sahara, ils font comment? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de mur. Eh bien ils ne lèvent pas la patte parce que sinon ils tombent. Donc ils font comme les chiennes, c'est-à-dire qu'ils s'accroupissent un petit peu et ils font, ah ben oui, sinon il y a... Voilà. Bon. C'est amusant, bon, ça ne va pas nous emmener très loin. Mais marquer son territoire, à l'inverse, si vous avez vu le touriste de base, le Marcel, qui se promène, il va pas aller, si parfois, mais il va aller boire une bière dans un bistrot, il se rappellera du bistrot où il est dans un site touristique fabuleux, il aura vu le bistrot, il sera fait photographier éventuellement, mais il n'aura pas vu le site. Mais il aura marqué son territoire, parce que là on a bu une bière, éventuellement ce qui suit la bière, c'est évidemment, ça nous ramène au chien. Donc sur ces... Non, mais c'est ça. Ah oui, on va aller au bistrot. Et ça s'arrête là. Moi, je fais souvent de la moto avec des copains, des parents, mais l'arrêt, c'est bistrot. On va dans n'importe quel site un peu... Moi, j'essaie de faire que ça s'appelle motoculture, mais c'est souvent moto-bistrot plus que motoculture. Et donc, on va boire un coup. Et on a vu Cray, tu te souviens, mais sans aller faire... Attention, il y a les motos, il y a les casques dessus, on ne peut pas s'éloigner, donc on va au bistrot. Bon, on marque son territoire comme ça. Ça, c'est un peu... Et je vais terminer. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je suis en train de lire, vraiment, à mettre en tête de bibliographie, La guerre des Gaules, César, un certain Jules. Vous l'avez lu apparemment, ça vous parle? En latin. Bon. Il n'y a que 190 pages, même en latin, c'est rien, mais c'est fabuleux. Et donc, c'est d'abord de l'histoire, c'est comment on s'organise pour virer telle tribu. Alors, des noms. Il y a qu'un nom que j'ai retenu par une tribu qui habitait Lutèce, il s'appelait les Parisi. Oui. La tribu qui occupait Lutèce, c'est les Parisi. Je pense qu'on a changé, parce que Lutèce, ça devait faire un peu province, et un jour, ils ont dit, ça va s'appeler Paris. Mais je ne suis pas sûr, ça, c'est pas Jules César qui le dit, c'est moi, c'est un peu facile. Mais, il décrit, pour rester toujours dans l'humour, quelques instants, il décrit les Germains en vrai ethnographe, bon, peut-être par témoignage interposé, je ne suis pas sûr que celui qui écrit, en tout cas le style est superbe, et peut-être nous préciser qui a transcrit le récit de César. Il décrit surtout les batailles, l'organisation, les stratégies, les alliances qui durent 15 jours, puis on s'entretue, on s'allie. Bon. Et puis, grand hommage à Vercingétorix, c'est pas que la Troisième République qu'il a inventé, c'est aussi Jules César qui en a écrit des pages remarquables. Mais il raconte, pour parler des Germains, parce qu'il compare un peu les Germains et les Gaulois, il raconte les animaux qui peuplent la Germanie. Et il parle d'un animal qui s'appelle l'élan. On pense, nous, au Canada, bon, il y a un animal qui est transcrit comme ça, qui a comme caractéristique de ne pas avoir d'articulation aux jambes. C'est-à-dire que s'il tombe, il ne se relève plus. Ah oui, Jules César, c'est pas Pellegrin. Enfin bon. Et pour le chasser, qu'est-ce qu'on fait? Pour dormir, il s'appuie contre les arbres. Parce qu'il ne peut pas se coucher. Ah mais, peut-être pas cette tête, c'est vrai. Je l'ai lu hier, avant-hier. Et donc l'astuce pour chasser l'élan, c'est pas la peine d'avoir des arcs et des flèches, il suffit de scier un peu les arbres. Et quand il s'appuie, il tombe. Il n'y a plus qu'à le ramasser, le dépecer et le manger. Alors, je sais pas si c'était un délire à la suite d'une boisson de cervoise bien tiède, comme on dit dans Astérix. Mais voilà, c'était juste pour compléter avec les chiens, puis ça n'a rien à voir avec le territoire. Alors, j'ai parlé des géographes juifs tout à l'heure. On va venir à Israël, parce que c'est important, en rappelant tout de même un truc incroyable. Ça vous dit quelque chose, cette tête? Et ça, vous le savez peut-être, moi j'étais complètement étonné. Eichmann travailla d'abord dans le département chargé des francs-maçons. Apprécié être ennuyé quelques semaines, il fut remarqué par Leopold Hitzedler von Mildenstein, je ne suis pas germanisant, le chef de la section juive du SD. SD, c'était la sécurité du parti.
récemment créé à la demande de Heydrich. Ce monsieur, qui devient le mentor d'Eichmann, avait voyagé en Palestine et était fasciné par le sionisme. Il considérait l'immigration des Juifs vers le foyer national, guillemets, juif, comme la solution au problème juif de l'Allemagne. Il y a eu une autre solution après, mais mais c'est intéressant. Il encouragea Eichmann à étudier la société et l'histoire juive. Il ne s'agit pas de réhabiliter Eichmann. Hein. La société et l'histoire juive. Von Mildenstein ne doutait pas que les Juifs fussent un élément étranger à la Volksgemeinschaft, mais il méprisait l'antisémitisme vulgaire qu'incarnaient Julius Streicher et Joseph Goebbels et rejetait les théories du complot, en particulier celles des protocoles des sages de Sion. Vous savez de quoi il s'agit. En 1937, Eichmann fut promu, mais le SD était encore marginal dans la SS et la section juive l'était encore davantage. C'est lorsque le SD se bâtit une réputation d'expertise sur les questions juives qu'Eichmann devient un personnage en vue, et pas avant 1938. Tandis que Streicher et Goebbels en appelaient à des mesures encore plus sévères mais désordonnées contre les Juifs, le SD promouvait l'immigration juive. C'est la raison pour laquelle Eichmann partit pour la Palestine en octobre 1937, mais les autorités britanniques ne l'autorisèrent pas à débarquer à Haïfa que durant 24 heures. Je vais faire un peu court. Il donna l'ordre de regrouper quelques milliers de juifs tchèques et viennois à l'Est pour jeter les bases de cette solution territoriale. C'est-à-dire que l'idée, avant la solution finale bien sûr, c'était de les repousser le plus à l'Est, du côté des Russes. Donc il savait très bien que les Russes allaient s'occuper d'eux, et de quelle façon déjà, parce qu'ils n'étaient pas tendres avec les juifs. Mais il y a bien eu l'idée de se débarrasser d'eux, comme l'ont fait les Anglais et les Alliés en 1945, 1946 jusqu'à 1948, c'est de les envoyer en Palestine. Donc de leur trouver un territoire qui serait à eux, qui serait leur territoire historique, on va dire, et mythique, si on veut. Bon, voilà, c'était petit clin d'œil comme ça, je ne sais pas si c'est un clin d'œil amusant, mais... Alors, découverte de cet été, peut-être que ça vous dit quelque chose, Elias Sambar, dictionnaire amoureux de la Palestine. C'est un peu orienté, il est palestinien, mais il essaie d'y voir un peu clair. Alors, sur toujours ces questions de recherche de territoire, il écrit, notamment... Urgence, alors il parle là de l'OLP. Urgence de contrôler qui, en 1964, amènera Nasser à fonder l'OLP dans le cadre de la Ligue des États arabes. Il s'agit principalement d'endiguer la turbulence chronique des réfugiés et donc contrôler leur volonté d'action. Littéralement, prise d'assaut par Arafat et ses hommes en 1968, l'OLP devint le territoire au sein duquel s'exprimait la volonté nationale palestinienne, celui du consensus entre les nombreuses sensibilités politiques et idéologiques cimentées par l'idée du retour en Palestine et la nécessaire autonomie des décisions palestiniennes. De même que le sionisme a été longtemps le territoire des Juifs. C'est intéressant de faire un rapprochement. Historique, libératrice, cette prise de contrôle de l'outil s'accompagna immédiatement d'une prise de contrôle armée des camps de réfugiés. Elle fit naître un immense espoir dans les sociétés arabes traumatisées par la défaite de juin 1967, et signifia un retour des Palestiniens, non en Palestine, mais sur la Seine. Pas mal comme analyse, je trouve. L'OLP palestinienne, guillemets palestinienne, est née dans un état de société très particulier, celui d'un peuple éclaté, dispersé entre les pays d'accueil frontaliers de la patrie perdue et des exils plus lointains, obsédé par la menace d'une absence définitive. Partant, deux tâches apparaîtront comme primordiales, le regroupement des déplacés, leur liaison politique, à défaut d'être physique, et la permanence de leur unité, seul rempart contre la disparition qui guette. Bon. Il y en a pour tout le monde. Les Israéliens ont un sens... Alors, il évoque un texte de David Hale pour le New York Review of Books. Les Israéliens ont un sens très précaire de l'avenir. C'est incroyable, mais le pays lui-même se sent comme provisoire. Quand je me rends en Grande-Bretagne, je constate que les gens font des projets pour 2038. Aucun Israélien ne fait des projets aussi lointains sans un pincement au cœur, une façon de se demander si nous serons encore là. Nous paraissons si forts de l'extérieur, nous avons une telle armée, une telle quantité d'armes nucléaire, nous sommes si certains de notre expansion. Pourtant, de l'intérieur, nous ne ressentons pas les choses ainsi. Nous avons la sensation que notre existence n'est pas garantie. Après 60 ans, Israël n'est pas encore un foyer. Bon, c'est un pendant à ce qui a été dit avant, peut-être, je me semble. Et puis, dernière... J'acquis ainsi la conviction que nous étions, non point, comme l'affirmaient à tort certains, les Juifs des Israéliens, mais leur peau rouge, que nous n'étions pas, et quel que fût le nombre de nos morts, victimes d'un génocide, mais d'une terrible machine dévolue à faire le vide par déplacement forcé. Vous voyez, c'est bien, les questions sont le territoire, l'eau, les stratégies, pas au pétrole, ce qui est
seule chose qui manque à Israël pour que ça soit insupportable et absolument irréversible. Ça l'est encore pour l'instant, mais c'est qu'il n'y a pas de pétrole. C'est peut-être la chance qu'ils ont. Ils vont peut-être pouvoir s'entendre finalement. Bon. Voilà, ce petit détour. Alors, j'ai cité le mot qu'une seule fois, mais on va y revenir, c'est la notion de frontière. Bon, là, on y est déjà. J'évoquerai cette petite revue qui a été éditée par le CRAC, le Scène Nationale Valence, sur le thème des territoires partagés, avec beaucoup de titres de films, donc on parlera cinéma dans 3 semaines. Je vous lis ce texte de Patrick Lebout. En ce sens, pas de territoire, de quelque nature qu'il soit, sans frontières, délimitations, balises, signes tangibles de reconnaissance destinés à renforcer la conscience d'une commune appartenance. Autrement dit, si le territoire est ce qui soude et réunit, il est aussi par définition ce qui divise et sépare. Être ou pas, dehors ou dedans, inclusion ou exclusion, ces questions lui sont congénitales. À la certitude de certains d'appartenir désormais tous au même monde répond ainsi l'aspiration identitaire à de micro-mondes protégés, logique du global contre repli sur le local, où le territoire n'est un que dans l'imaginaire de la peur, la fiction d'un monde découpé en entités distinctes et cloisonnées. D'un côté, le monde est un, de l'autre, à chacun son monde, comme l'écrit joliment Jean-François Chevrier, philosophe des pratiques artistiques. D'un côté, la dilution, de l'autre, l'enfermement, force centrifuge contre force centripète. Entre les deux, l'opposition n'est pourtant qu'apparente, tant ce qui s'y joue est probablement du même ordre, fabrique planétaire du même, mondialisation, réduction des différences en un type commun, abolition des frontières au profit d'un marché unique, des modes de vie et des comportements, ou construction locale du semblable, communautarisme, tribalisme, ghetto, consanguinité. Sur communautarisme, j'ai une définition de Patrick Weil, moi qui me satisfait assez. C'est aussi des choses qui sont plus très nouvelles. Patrick Weil, c'est un des bons auteurs sur les questions de l'immigration, de la tolérance, de la discrimination aussi. Je n'ai pas tous les titres en tête là. Pour Patrick Weil, le communautarisme, ce n'est pas le vivre en communauté avec des gens qui vivent comme vous, pratiquent la même religion ou sont de la même origine nationale. C'est lorsque la loi du groupe l'emporte sur celle de la République. On reviendra tout à l'heure à ces questions. Échapper à cette alternative, je reprends la goutte, échapper à cette alternative revient à penser la question du territoire autrement qu'en termes de séparation ou de glissement de l'identité vers l'identique. C'est au contraire l'envisager sous l'angle de la coexistence, du croisement et de l'échange. Ce qui circule entre les singularités, ce qui se transforme dans la rencontre, ce qui sans les nier, sans jamais les annuler, réduit écart, différence et distance. Autrement dit, penser le territoire comme promesse d'espace commun, toujours à construire et forcément mouvant, lieu des uns et des autres librement associés, fait des bouts des uns comme des bribes des autres. Oser ainsi une pensée du voisinage avec le proche, avec le lointain, avec l'ici, avec l'ailleurs simultanément, du territoire considéré comme art de la relation. Penser le territoire serait alors penser non le semblable, mais le commun, en dépit des cartes, des cadastres et des affiliations. Bon. Parmi d'autres témoignages possibles. Donc, là, on a vu. On va quand même parler de Michel Houellebecq. Je peux faire un test qu'il a lu. La carte et le territoire. Bon. Qui pourrait envisager éventuellement, à titre exceptionnel, de le lire? Bon. Je disais tout à l'heure de façon présomptueuse que j'avais un peu d'intuition et que quand je l'ai lu, j'ai dit Goncourt. Pas mal, hein? Mais ça m'est arrivé 2-3 fois déjà, de même que pour les prix à Cannes. Mais bon, ça arrive. Je retiens les moments où j'ai deviné et pas ceux où j'ai pas deviné, évidemment. Comment? Oui, bah ouais. Mais bon, voilà. Alors, il y a eu une petite polémique, c'était pas très méchant, mais je vais vous en faire part parce que voilà, il faut bien être un peu agaçant. Alors, Télérama, hein. Je ne suis pas Camif, je suis un peu naïf, et en tout cas Télérama, heureusement pour la Camif. Donc quelqu'un, il y a 15 jours, disait dans le courrier des lecteurs, ben c'est pas lui qui a inventé l'expression, c'est Boris Vian dans Les bâtisseurs d'Empire. Mais en réalité, Boris Vian l'aurait pioché dans Le Monde des non-A, écrit par un certain Van Vogt en 1945, livre qu'il a traduit en 1953. Il a basé son roman sur la logique non aristotélicienne, le non-A. Son inspirateur, c'est Alfred Korzybski dans Science and Sanity, non traduit en français. La phrase de
de Aka, le dernier dont on vient de parler, c'est « The map is not the territory ». Houellebecq et Lévy se disputent pour monter sur les épaules des géants qu'ils tombent. Bon. Houellebecq a l'art de se faire détester, en même temps, je trouve qu'il a une capacité de séduction. Ça. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est un peintre, photographe, qui devient célèbre en photographiant des cartes Michelin. Donc la carte, la représentation. Les Japonais disent les choses autrement, ils disent l'ombre de l'arbre est plus belle que l'arbre. Et ça, c'est très joli. Vous connaissez, c'est un petit peu connu. Donc la réalité, la fiction, etc. Il y a un autre type que j'aime bien, parce que j'ai l'honneur de le connaître, qui est... Alors, c'est pas tout à fait la même chose, il s'appelle Roger Frison-Roche, il s'appelait Roger Frison-Roche, il s'appelle toujours, parce qu'il est encore parmi nous. Il disait, faut-il se repérer ou se laisser guider ? Sous-entendu, mais aussi savoir où je suis, ça veut dire un peu savoir qui je suis, savoir se situer par rapport à l'espace, par rapport à la société, par rapport à l'environnement. Et surtout, quelles autres espèces je peux humaniser, domestiquer, apprivoiser, contrôler. C'est un peu une des thématiques, elles sont nombreuses, qu'il y a dans le film Avatar, que peut-être vous avez vu. Ah oui, c'est plus facile d'aller voir Avatar que de lire 700 pages. Bon. Je fais le prof, là, excusez-moi, c'est encore des vieux réflexes, encore un mois avant la retraite, il faut que Bon, alors, sur les territoires, on va faire un saut très loin, mais pas si loin que ça, Néandertal, Cro-Magnon. Vous savez qui a gagné ? Eh ben, il n'y a personne qui a gagné, parce qu'il y en a un qui a disparu, semble-t-il, parce que les Néandertaliens supportaient mal les radiations solaires et qu'ils sont morts de leur belle extinction physique. Il y a une... Oui. Alors, oui, vous notez qu'il faut me bâcher tout à l'heure, hein, ou la semaine prochaine, mais vous aurez oublié d'ici la semaine prochaine, je m'en tire bien. Non, mais voilà. Donc, il y a une preuve, en tout cas, du fait qu'il pourrait ne pas y avoir eu affrontement et extermination de l'un par l'autre. Nous sommes les héritiers de Cro-Magnon. Il y a un endroit en Ardèche qui s'appelle la grotte des pêcheurs, ça vous dit quelque chose, peut-être ? Qui est le long d'une rivière qui n'est pas l'Ardèche, qui est un petit peu en amont, et où manifestement il y a deux types d'artisanat qui sont complètement différents, qui sont au même endroit, et on pense d'une époque très voisine. Donc ils ont pu au moins, sinon se côtoyer et avoir des relations, on va dire, bon, ce qui nous intéresse par rapport aux descendants, des relations sexuelles, c'est peu probable que ça ait pu donner quelque chose, mais là je ne suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas ils ont partagé un lieu. C'est-à-dire qu'en alternance, ils allaient dans celui qui était vraiment protégé des animaux, un peu en hauteur, c'est une caverne, et on a eu l'occasion de filmer ça il y a quelques années avec les préhistoriens de cette région. Et bon, c'était l'hypothèse de l'époque. Après, les archéologues sont des gens honnêtes et ils font évoluer leurs hypothèses. Hein. On n'en est plus à Lucie, notre grand-mère à tous. Bon, tous ces découvreurs ont accepté les autres trouvailles. Ce qui est la règle de la science et particulièrement de l'archéologie. Donc, en gros, ils partageaient un territoire, sans affrontement. C'était pas la guerre du feu, c'était pas du tout ça. Bon. Alors, on se balade dans le temps et dans l'espace. Un livre que je vous recommande aussi, Abdelwahab Medeb, qui s'appelle Contre-Prêche, Seuil 2003, où il dit, alors on revient dans notre Méditerranée, les possessions, l'islam et la mer, c'était pas le grand amour. L'islam, c'est une civilisation du désert, mais ils ont su vivre leur expansion, mais ils n'avaient aucune maîtrise. Pour exemple, alors, je remonte un petit peu dans le temps, l'histoire, telle qu'on peut l'écrire, telle qu'on peut en trouver des traces écrites et un peu plus fiable que la préhistoire, justement, commence avec la culture potamique. Je n'avais jamais entendu, on connaît l'Hippopotame, mais on connaît la Mésopotamie. La culture potamique, c'est celle des fleuves, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Puis thalassique, c'est plus facile, Méditerranée. C'est l'Antiquité gréco-romaine, c'est le Moyen-Âge chrétien et islamique. Mais tous ces peuples, toutes ces civilisations ne sont jamais allés jusqu'à l'océan. Et même, de façon très récente, le Maroc, qui a une façade océanique, loue ses territoires, c'est l'occasion de le dire, ces territoires maritimes à des pêcheurs portugais, etc. Ils s'aventurent pas. Et malheureusement, ça siffle un petit peu, hein, oui. Pourquoi ? Il y a un larcène ? Oui. Ah, Michel, punition. 3 tours de préau. Bon.
Et on sait bien le drame que vivent les gens qui partent sur une barque, quittent en Atlantique en espérant arriver à Gibraltar et qu'on rejette sur la Méditerranée, après avoir passé juste en ayant frôlé la partie sud du détroit. Bon, c'est pas des aventuriers, des grands aventuriers, ce sont été des corsaires, ce sont été des colonisateurs, bien sûr, ils avaient des comptoirs. Mais jamais. Et puis, bon, bataille de Lépante au XVIe siècle, fin de la suprématie musulmane sur la Méditerranée. Et bon, c'est déjà pas mal d'avoir des comptoirs tout autour de la Méditerranée et puis d'avoir saisi cette opportunité d'aller un peu plus loin. Les Phéniciens ne sont jamais allés très loin, ils se sont arrêtés, ils ont installé des comptoirs parce que c'était pratique, ça permettait d'avoir des ports, de faire des échanges économiques, mais jamais au-delà de Gibraltar qui était c'était un peu Ixunt Leones, hein. Là-bas sont les lions, ou sont les baleines plutôt, ou les animaux, les poissons fabuleux, on n'y allait pas. Alors, j'espère que je ne déborde pas du sujet, non, on est bien sur les territoires. Pour moi, la Méditerranée, c'est une mer morte, pour plein de raisons, parce qu'elle débouche sur rien, on tourne en rond, hein. C'est un bouillon. Allez, elle est jolie celle-là, je vous l'avance, c'est un bouillon. C'est ça? C'est un bouillon de culture. Au singulier, ce qui est grave, et au pluriel, ce qui est moins grave. Bon. C'est aussi la vendetta méditerranéenne, qui n'est pas que musulmane, qui est voilà, le sens de l'honneur, mal placé, je pense, mais bon. Il est toujours mal placé, le sens de l'honneur, on ne sait jamais où le mettre. Non, mais... c'est ça. Donc, tout de même, en termes d'appropriation, de découverte de nouveaux territoires, il y a bien sûr Christophe Colomb, pour des raisons qu'on sait, mais il y aurait eu, au moment d'une glaciation, vous avez peut-être vu ce film il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Pardon ? Oui. Une glaciation, le seul endroit possible pour survivre, c'était l'Espagne, un coin d'Espagne, et ces gens se sont dit, et si on essayait de traverser trouver un endroit où il fait moins froid, où on peut survivre, et ils atterrissent en Amérique, évidemment. Oui. Et peut-être bien qu'ils se sont mêlés avec des Asiatiques et que ça a donné certaines, pas tout le monde indien, amérindien, mais que peut-être certaines tribus sont un peu gauloises quand même. Bon, sauf que c'était avant les Gaulois, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est un petit peu, bon, la prospective, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Oui, j'avais noté mer morte, la Méditerranée baigne dans son jus, mais bouillon de culture, je crois que c'est plus juste. Alors, Paul Virilio toujours, même source, même lecture un peu digest, hein, j'ai pas lu Paul Virilio, mais j'ai trouvé des textes, des extraits, qui rappellent que le territoire est lié aux technologies qui permettent de le parcourir, TGV, pigeons voyageurs, Internet, avion, et lié à ces techniques de déplacement ou de communication, ce qui lui fait dire, des choses qu'on sait aussi, le territoire, un espace-temps qui rapetisse. Je parlais du temps tout à l'heure, on y reviendra encore une fois, mais pour l'instant, on reste avec ça. Un autre territoire, je parle un peu de mes expériences personnelles, je vais terminer un film sur la Part-Dieu, sur les gens qui fréquentent. Et dans le film, bon, il y a un petit chapitre dans le film qui s'appelle Babel-Lyon. Petit jeu de mots, porte de Lyon, mais aussi Babel, hein, c'est un peu facile, mais il y a une tellement belle reproduction de la tour de Babel sur l'avenue Mermoz, qu'on pratique plus beaucoup ces derniers temps, mais oui, 2 murs, c'est splendide. La Cité de la Création a fait deux fresques très, très, très belles, une stylisée, puis une qui reproduit l'image qu'on connaît depuis longtemps. C'est toute la dialectique des centres-villes et des villes-centres. Et Godard, dans un film qui n'est pas très connu, mais que moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lettre à Freddy Buach, où il parle de la ville de Lausanne. Il a reçu une commande un peu désastreuse parce qu'il a fait du Godard et puis Lausanne ne voulait pas ça. Et donc il dit tout simplement, le centre a absorbé la périphérie. C'est-à-dire que le territoire de référence, je reprends Marcel Mauss, c'est le territoire que l'on fantasme, c'est le centre, parce que c'est le prestige, c'est les lumières, c'est plein de choses, même si on revient dans sa périphérie, mais dans la mentalité des jeunes, par exemple, c'est un peu ça. Moi, je me souviens, en 89, je crois, j'avais fait une exposition sur le thème de l'étranger dans la BD. Ça s'appelait La Ville Bidon, BD, Bidon. Et on avait des reproductions. Et je voulais que l'expo, c'était un parcours un peu inquiétant, sa tête d'étranger, reproduit d'après Tintin, d'après toute la BD de l'époque. Et j'avais demandé à des jeunes, j'étais allé à Bellecour, puis des jeunes qui zonaient là, comme souvent,
Et je voulais faire que le mur, l'enceinte de cette expo soit taguée. Et je vais les voir, je leur dis bonjour, je leur explique le truc. Et je leur dis, il me dit, oui, monsieur, on sait faire. Bon, vous pourriez m'en montrer pas trop loin d'ici, pour que je vois ce que vous faites. Ah, monsieur, c'est belle cour, on ne va pas abîmer, c'est beau. Bon, voilà. C'est le lieu de référence qui brille. Alors maintenant, c'est devenu un peu la Pardieu, c'est devenu un petit peu sur Vanvelin, le carré de soie. Mais voilà, la banlieue est absorbée par le centre parce que c'est la référence, c'est là qu'on va faire ses courses, qu'on va acheter des choses un peu plus prestigieuses que ce qu'on trouve sur les marchés. Bon, voilà. Donc c'est des territoires auxquels on s'apprivoise, dans lesquels on s'apprivoise à la ville, ces territoires tampons que sont la gare de la Pardieu, parce que c'est une gare, et aussi parce que c'est pas encore la ville, c'est pas encore la presqu'île, c'est pas encore la ville traditionnelle. Alors, je vais peut-être faire plus court. Hein. Je parle un peu vite aussi, non? Ça va, vous suivez? Bon, je vais essayer, puis tant pis, on continuera la semaine prochaine si on n'a pas fini. J'ai pris des exemples dans des travaux d'étudiants d'anthropologie, on y vient quand même un petit peu, sur ces questions transfrontalières. Alors, elles sont aussi sur des territoires identitaires, sur des thèmes identitaires. Par exemple, Anne Diaz parle de l'île de Groix, en rappelant que la spécialité, c'est le thon et ses conserveries. Donc, il y a bien une répartition, mais ça, on connaît ça, j'y reviendrai beaucoup la semaine prochaine, répartition sexuelle, division sexuelle du travail. Le pêcheur pêche, et les femmes font les conserves, mais elles font aussi un peu d'agriculture, sauf dans le cas où le pêcheur est veuf, où il s'occupe de deux, il devient homme-femme ou femme-homme. Bon. Et le port est justement ce lieu de passage entre la mer et la terre, et la séparation se fait aussi dans la vie quotidienne, puisqu'il y a les territoires du pêcheur, le territoire de l'agricultrice, mais aussi dans la ville, bon, ça c'est un schéma qu'on trouve un peu partout, il y a la messe, l'église et puis le bistrot. Bon, là, il n'y a pas une femme dans la campagne qui irait au bistrot toute seule, si elle n'est pas avec son mari, et même souvent, bon. Donc ce sont des territoires, c'est un peu infime, ce sont des petites choses que je vous dis, hein, mais bon, peut-être que c'est intéressant dans notre stratégie de le rappeler. Et donc, dans les nourritures, l'homme est le responsable du poisson, les femmes des légumes, etc. Alors, non, c'est moi qui cite tout seul, là, cette fois. Cette répartition entre le corps et l'esprit, le corps, c'est les femmes, c'est l'enfantement, et l'esprit, c'est l'homme. Pardon, désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé. On en a hérité depuis la Grèce, et bien sûr le cartésianisme, avec bon, voilà, cette différenciation très, très forte, et donc dans l'esprit, mais ça se répercute dans les territoires d'appropriation des uns et des autres. Alors, après, il y a des transgressions, je le disais, quelques hommes qui deviennent agriculteurs quand ils sont pas mariés, célibataires, veufs, ou parfois des femmes dans le canot, mais pour la pêche côtière, on ne va jamais être loin. Elles deviennent aussi armateurs et dirigent des conserveries. Bon, voilà, c'est un petit exemple. Il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est le chant féminin corse, qui passe du privé au public. C'est Sarah Leia qui fait ces remarques. Bon, la tradition est très forte entre la tradition orale et le sacré. L'homme doit montrer, s'exposer, exhiber, la femme cacher, voiler, tenir dans l'ombre. Et puis arrive la commercialisation, avec les polyphonies corses, et tout à coup les femmes s'exposent. Et leur territoire devient commun avec celui des hommes. Elles sont plus reléguées à la maison, hein, pour faire schématique, c'est la Méditerranée. On parlera d'une autre version de la Méditerranée, encore une fois, la semaine prochaine, même si un peu plus au sud de la Méditerranée, mais on est quand même dans cette logique arabo-musulmane, même si on n'est pas tout à fait au bord de la mer. Et donc, ces espaces tendent la différence entre ces espaces tend à s'atténuer, puisque dans l'espace public qui devient celui des représentations de la musique, on est bien ensemble, et alors il y a peut-être une hiérarchie sur la scène, où les femmes sont un peu derrière. Enfin, ces différences tendent à se diffuser. Bon, je vais tâcher d'aller un peu plus vite. Alors, bon, un grand thème qui va faire débat, j'espère, c'est, j'ai baptisé ça parce que c'est un des chapitres du film dont je viens de parler sur la Pardieu, parce qu'ils étaient présents un peu plus avant qu'on les expulse, et j'ai baptisé ça « Tous les Roms ont des chemins ». C'est un peu facile, je suis désolé, mais j'aime bien quand c'est facile aussi, ça repose.
Bon, juste pour rappeler des choses qu'il faut savoir et qu'il faut savoir rappeler, parce que moi j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça m'intéressait de relire ça. Ils sont français depuis 400 ans, ou carrément nouveaux venus, donc les Roms, et leur stigmatisation est tout à fait contraire à la Constitution. Moi je ne comprends pas qu'un président qui ne respecte pas la Constitution ne soit pas destitué. Ben, c'est logique, tout simple. Une constitution, tu ne la respectes pas, tu es destitué. Retourne chez ta mère. Bon. Alors, ils arrivent vous le savez peut-être rapidement, hein, ils arrivent de la vallée du Gange, ils sont déportés en 1018 et ils se retrouvent en Afghanistan. Rome, c'est du sanskrit qui veut dire artiste et artisan. Puis ils participent avec les Seldjoukides, c'est des tribus, c'est une dynastie, à la création de l'Empire turc. À cette époque-là, ils sont entre 10 et 12 millions en Europe, 3 millions en Amérique, c'est intéressant de noter qu'ils sont là-bas. En France, en 1420, ils arrivent en 1420 en France et commencent à être persécutés dès 1500 à peu près. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas persécutés pour des causes ethniques, parce qu'on les a transformés et désignés en nomades. C'est donc une activité et une façon d'être au pays, au monde. C'est pas parce qu'ils sont roms, c'est parce qu'ils sont nomades. Parce qu'il n'y a pas de minorité en France, c'est bien connu. Hein. Donc l'astuce, c'était de les classer dès 1912. Même français, ils ont un carnet anthropométrique, vous connaissez tout ça. Et du coup, ils sont assimilés à des éleveurs transhumants. Ils seraient 1,5 million en France. Donc 50% des gens de voyage sont des Roms, les autres ne le sont pas. Alors, le statut de nomade est reconnu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, ils ont réussi à garder le maintien de la langue, comme ont fait les Bretons, de la littérature, de la poésie, ce qu'on ne sait pas trop. Ils sont ouverts à toutes les religions avec des adaptations, et ils sont surtout évangélistes et pentecôtistes, soit repliés, soit en osmose, mais soit on ne les voit pas. Et se déplacent beaucoup, souvent à l'intérieur du même département, et doivent faire contrôler au service des étrangers, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors, on n'est pas dans le territoire, hein, ils sont chez eux, mais ils se font contrôler au service des étrangers. Bon. La plupart sont bien intégrés, on ne voit que ceux qui m'ont dit qu'ils sont moins bien intégrés socialement et économiquement. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que quand j'ai été expulsé donc en octobre, je trouve que j'étais là, en achetant un gratuit, pardon. Vous voyez les vieux réflexes, hein. Ça me fait penser à Charlot, dans Le Pèlerin, il a de l'argent, il achète un billet de train. Alors vous savez, les billets américains, c'est très long. Et comme il était habitué à autre chose, au lieu de monter dans le train, il va se planquer sous les bogies. Et le contrôleur lui dit, mais vous avez un billet... Ah oui, mais il ne le dit pas parce que c'est muet, mais il avait... Vous voyez, quand j'achète le journal, je le paye. Donc j'avais récupéré un gratuit ce matin-là, parce que j'étais en train de tourner le petit matin à la Pardieu, et j'ai pu aller filmer. Et le lendemain, dans Le Progrès, on voyait donc des Roms, un gros plan, et puis les CRS floutés. Ouais, on ne montre pas à la télé CRS, on a honte d'être CRS. On n'a pas honte d'être Roms et de les montrer. Mais... D'ailleurs, quand on voit des morts, c'est surtout pas en France, ils sont afghans, libyens, ça, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a personne pour vous faire un procès si vous montrez le visage ou les catastrophes. Bon, on déborde un petit peu là, mais c'est intéressant. Donc voilà, les gens qui sont sur leur territoire, parce qu'il est reconnu, ils ont une nationalité française, et qui ne sont pas chez eux. C'est pas mal, hein. Alors, peut-être une petite évocation des territoires de la République. Alors, les territoires de la République, c'est d'abord les grands territoires, avant de revenir sur cette expression qui est plutôt du 9-3, on va dire. Ce sont les colonies. C'est un moment très important dans l'histoire du monde. C'est 1800, allez, un petit test. 1885, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai entendu... Oui. Berlin, la conférence de Berlin. Tous les pays qui ont des visées sur l'Afrique se réunissent sous la présidence de Bismarck, mais comme il était un peu malade, il n'est pas allé jusqu'au bout. Enfin, il y a un film qui est passé, que j'ai trouvé remarquablement réalisé, il y a 2 mois à peu près, je l'ai revisionné donc, dans cette perspective. Et alors là aussi, le territoire, il s'agissait
Alors, les Belges, il y a Léopold II qui est très, très gourmand et qui, à titre personnel, va annexer le Congo, pas seulement pour la Belgique, mais pour lui, parce il avait des actions très, très, très fortes. Ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais il avait des intérêts très forts à titre personnel. Et il va falloir délimiter la largeur du bassin du Congo, décider si les Portugais qui, eux, depuis longtemps, avaient des comptoirs, c'était tout frais pour eux, c'est tout à fait facile. Et d'ailleurs, les derniers colonisateurs de l'Afrique, ça a été les Portugais avec l'Angola. Et Mozambique, oui, je ne dis pas de bêtises. Et donc, la conférence de Berlin va consister à décider qui prend quoi, comment on se le répartit. Alors là, on connaît un peu cette histoire, c'est bon appétit messieurs, hein, on découpe. C'est Victor Hugo, oui, ça, Ruy Blas. Et on essaie de négocier pour savoir, je te donne ça, tu prends ça, etc. Mais ce qui est intéressant, alors j'ai fait... bon, écoute, on va faire circuler, ça c'est dans l'ordre... Je vais les remettre dans l'ordre d'ailleurs. Il y a 1885, 1913 et 1956, c'est-à-dire avant les... Désolé, c'est pas très bon, je l'ai photographié à partir du film. Et puis, un bout qui est intéressant, c'est que le Congo est défini, je vous le montre de loin, mais vous le verrez, est défini jusque-là, sauf qu'on a oublié de baptiser ce lieu qui s'appelle en fait le Katanga, de définir quel était son statut. Ça vous rappelle des choses peut-être les plus anciennes, le Katanga, c'est l'Imi. Non, mais je veux faire circuler. Hein. Bon, vous allez pouvoir vous rendre compte de comment... Bon, voilà, c'est un peu dérisoire, mais si tu peux faire passer. Et puis... alors oui, ce qui est intéressant par rapport à la conférence de Berlin, je retrouve mes notes au bon endroit. Excusez-moi. Voilà. Donc il s'agit de se répartir le gâteau, hein, bien sûr. On va surtout rester autour, c'est-à-dire même si la frange côtière, on l'explore assez loin, mais bon, l'Afrique c'est grand, et donc on va laisser le centre de l'Afrique à plus tard. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors, Madagascar et la Chine vont rester des lieux à renégocier également plus tard. Interdiction de l'alcool, plus d'esclavage, c'était tout récent l'abolition. Donc il n'y aura plus d'esclavage, mais ils sont toujours un peu vendus à Zanzibar, donc c'est un petit peu loin, qui appartient au Royaume-Uni, et ils sont vendus vers le Moyen-Orient. Et je crois que ça continue encore un petit peu. Donc pas de traite, pas de transit d'esclaves. Donc les colons vont tout simplement instaurer un truc qui va s'appeler le travail forcé. Bon. Pour fabriquer des ports, des routes. Le Congo-Océan qui a coûté des dizaines de milliers, peut-être plus encore, enfin, des dizaines de milliers, là avec ça on peut multiplier par le chiffre qu'on veut, de morts, parce que c'était terrible. Et alors, ce que je retiendrai moi, hormis ces thèmes qui sont assez brutaux, c'est il y a un article 35 dans ces accords de Berlin la conférence commence en 84, puis interruption pour cause de Noël, et on recommence début janvier, février 85. L'article 35, c'est « Il y a occupation effective si on peut prouver qu'il y a une administration ». C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'administration, on peut être là, mais bon, les frontières sont des espaces de mixité, de rencontres, pour tisser des liens, et il n'y a pas vraiment appropriation. Un territoire, pour cette époque-là, pour l'Afrique, pour ces régions, existe si on est capable de l'administrer. Il ne s'agit pas seulement de le conquérir avec des soldats, ce qui a été fait, avec des missionnaires, ce qui a été fait ô combien, c'est une administration fiable. Voilà. Conclusion de Berlin. Vous connaissez, ça vous le voyez d'ici, hein? Vous connaissez? Bon, c'est pas par hasard si Tintin est belge, hein? Ce que vous connaissez moins, c'est 50 ans plus tard, c'est ça. C'est Tonton au Rwanda. C'est la même image, mais c'est Mitterrand qui conduit la Jeep avec le petit nègre. Voilà. Courrier international. On avait fait ce cadeau. Ah, ça, c'est... Oui. Bon. Ils sont très durs en affaires. Alors, on va venir sur les zones de droit, sur les lieux
les territoires très particuliers qui sont, par exemple, les ambassades. Vous avez vu ce reportage sur l'ambassadeur de France en Irak, qui est très calfeutré, qui fait très commando, on dirait un film policier. Vous avez vu ça, je pense? C'est un type qui est entraîné à se planquer, il doit tirer avec toutes les armes, enfin, c'est un vrai commando à lui tout seul. Mais il est dans son ambassade, qui est très protégée. Autre ambassade, l'ambassade américaine en Iran, vous vous souvenez de la prise d'otages, des lieux inviolables théoriquement. L'ambassade, moi, j'ai connu l'ambassadeur qui avait fait évacuer l'ambassade de France à Saigon en 1975, il était ensuite à Damas, comme ça j'avais connu un petit peu. Ce sont des lieux inviolables, les ambassades. Et un endroit très intéressant, il se trouve que j'ai vu le film hier, qui n'est pas un bon film à mon avis, ça s'appelle L'Assaut. Ça vous dit quelque chose? C'est l'avion pris par les pirates du GIA qui reste. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, peut-être que ça vous paraît aussi banal, pardon, mais cet avion et les pirates montent dans l'avion à Alger. Zeroual, le président, dit non, ils ne décolleront pas. Eux veulent aller. Apparemment, ils étaient en avance sur Al-Qaïda. Ils voulaient aller projeter l'avion sur la Tour Eiffel. C'est pas mal, hein? Bon. Vous imaginez le traumatisme si on devait enlever notre Tour Eiffel? Bon. Le GIGN est prêt à intervenir. Ils disent on va à Alger, on va le faire. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe aussi spécialisée. Ils sont pas mal, les flics algériens, pour plein d'autres choses, mais pour ça, non. Et donc, Zeroual dit non, on est sur le territoire algérien. Non, monsieur, c'est un avion français, c'est un territoire français, on fait ce qu'on veut. Ah oui, ça vous paraît évident? Moi, j'ai découvert ça. C'est vrai que quand les femmes enceintes, en principe, prennent pas l'avion après le 7e mois parce qu'on n'a pas envie qu'elles naissent dans l'avion, auquel cas l'enfant aurait le droit de voyager pendant toute sa vie. Enfin, il y a des accords. Et on a le droit à 2 nationalités, celle d'origine. Ah oui, ça ne serait pas arrivé, pas de chance. Et celle de l'avion dans lequel on est né. Enfin, c'est un peu complexe, puis c'est pas très important, mais qu'un avion soit territoire français dans ce cas-là, donc il a fallu quand même laisser décoller, arriver en France pour que les gens soient un peu apaisés, que le gouvernement... C'est vrai que l'avion est territoire français, c'est une ambassade ambulante, mais le tarmac où allaient s'installer les gars du GIGN aurait été de toute façon algérien. Donc c'était un peu compliqué. Dans des cas de crise comme ça, on avait même pas une journée, enfin un peu plus d'une journée pour régler le problème. Mais voilà, c'est un territoire ambulant. C'est juste pour le rappeler. Je refais encore un petit viron. Je reviens chez nous là. D'abord les Inuits. Quand les Inuits, dans la chasse traditionnelle, on va faire un peu d'anthropologie quand même, tuent un ours. C'est bien de tuer un ours, mais il y a des règles de partage. Qui l'a vu le premier? Qui était sur son propre terrain de chasse? Qui a tiré? Bon, c'est pas compliqué, entre Inuits on s'entend, ça fait des milliers d'années qu'on sait comment ça marche, mais c'est pas comme ça, on coupe pas l'ours en rondelles. Et on ne les jette pas sur la banquise pour savoir qui les attrape. Il y a des règles. Et en 1954, si je me souviens bien, ça va peut-être vous parler, vous, parce qu'il y a un certain Marc Péry, dont le nom ne vous est pas étranger, peut-être à vous ici, qui découvre qu'avec le loup qui circule dans la région, c'était en plein hiver, c'est 1954, Marc, qui était correspondant du Dauphiné à Brouin, trouve que c'est un sacré sujet. Il y a un loup, il n'y avait pas de loup depuis les brûleurs de loup. Nous sommes les brûleurs de loup dauphinois. Et il se met en campagne à suivre le loup, les chasseurs, ça devient... Et puis on tue le loup. Puis Marc Péry, qui est un jeune journaliste ambitieux, dit ça, j'ai pas fini d'écrire, moi, je voudrais... Donc il dit, il y a sûrement une louve. Oui, c'est vrai d'ailleurs que souvent ils sont en couple, et des couples indestructibles, très longtemps. Et Marc Péry commence à écrire plein de choses sur des études de savants sur les loups, la vie en couple des loups, etc. Et il fait monter la sauce. Il me l'a raconté, je ne suis pas en train de le dénoncer, il aime bien raconter cette histoire, mais à l'époque il ne le racontait pas, il faisait des articles, et puis c'était des 2-3 pages par jour. Et il a... Entre autres, il avait d'autres talents, et puis il était cinéaste aussi, mais il a un peu construit sa réputation sur ces quelques événements qu'il a su monter en épingle. Il y en a eu d'autres, sans doute, que j'ignore, et c'était tout simplement un bon journaliste. Il a inventé la louve
puis un beau jour, il s'est dit, je vais peut-être un peu loin. On avait fait venir des avions, pas des hélicoptères, parce que les hélicoptères, ils allaient bientôt être engagés en Algérie, mais tous les chasseurs, avant d'aller s'entraîner dans le Djebel, ils s'entraînaient sur un loup. Et il s'est dit, je vais peut-être un petit peu loin. Il a dit, non, ben, au fond, il n'y a peut-être pas de loup, on n'a plus de traces, et il a fait retomber le soufflet, mais le loup avait bien été tué. Alors, moi, donc quelques années après, je trouve que je suis ami avec Marc Piry, j'ai dit, écoute, ce serait bien que tu racontes, on a toutes les archives, à l'écomusée Nord-Dauphiné, on avait tous les numéros du Dauphiné depuis 1900, depuis qu'il ne s'appelait plus le Petit Dauphinois, mais qu'il s'appelait le Dauphiné libéré, donc vous voyez l'époque. Et j'ai dit, il faudrait qu'on fasse un petit film où tu racontes comment tu as manipulé l'opinion. Alors, bon, en tout bien, tout honneur. Et il a commencé à raconter, et moi je suis parti à la recherche des chasseurs. Alors c'était pas simple parce que j'ai bien rencontré le monsieur qui a époulé le fusil, qui a tué le loup. Sauf qu'il était, j'inverse peut-être, mais c'est pas très important, il était sur la commune de Vigneux, lui, mais le loup était sur la commune de Vasselin. Je prononce avec l'accent, parce que quand même on est un peu dauphinois. Ah bah oui, ben, il est à qui le loup? Si ça se trouve, les balles avaient été achetées dans une autre commune, mais c'est sans aller jusque-là. Donc on a fait venir, non pas pour manger le loup, il est empaillé, il est toujours au musée de Morestel, peut-être que vous l'avez vu, je ne sais plus s'il a résisté autant, il fait ça plus de 50 ans, mais pour décider, question de territoire, hein, qui allait bénéficier du loup, c'est-à-dire qui allait pouvoir se promener dans les fêtes, dans les comices agricoles avec le loup sur une charrette. Moi je me souviens, ce loup, on ne sortait pas le soir. À la Tour du Pin, on ne sortait pas le soir. On se disait, on a vu un gros chien, c'est le loup. Bon. Ouh. Bon. Et donc, on a fait venir un juriste de Grenoble qui a dit, le loup sera à Morestel, mais vous pourrez l'utiliser, l'exhiber. À telle et telle période, il a fallu faire une cartographie des lieux et des temps où on pouvait utiliser le loup. Vous pouvez se servir du loup pour le prestige, parce que c'était pas n'importe quoi. Mais le problème de sur quel territoire il était abattu et depuis quel territoire, vous voyez, c'est un peu dérisoire, mais on vit de tout ça. Alors j'en viens à notre territoire à nous, qui est la Capie quand même. C'est pas un territoire simple. Hein. Vous avez remarqué? Bon, ben, c'est pas peine que j'en parle, vous savez mieux que moi, vous y habitez. Moi non, parce que je trouve que on est limitrophes, on est frontaliers. J'habite Frontonat, donc Frontonat, frontalier. Tiens, oui, c'est un peu facile, mais bon, je suis désolé. On est... Alors, la Capie, c'est bien compliqué, parce que c'est le Nord-Isère, ça s'appelait appelé comme ça, c'est le Nord Dauphiné, c'est la plaine de Lyon, c'est les portes de l'Isère, c'est la ville nouvelle, ça l'est plus, c'est plein de choses, donc moi je trouve que Capie c'est joli, que, bon, c'est plutôt une belle invention, c'est un terme qui est doux, là il y en aura d'autres, hein, je pense, bon. Mais on est quand même dans des choses complexes qui sont l'opposition entre le rural et l'urbain, hein. On est bien placé ici, Villefontaine, l'île d'Abo, la Verpire est dans la Capie. Hein. Oui. Bourgoin. Bon, rural-urbain, c'est pas simple. Le local, l'étranger. Bon, dans le film qu'on a fait l'an dernier, Charles, tu te souviens, il y a un monsieur turc qui racontait, il est arrivé en 73, et il est allé travailler à Four. Il pensait arriver à Bourgoin, grande ville, puis non, ton boulot, c'est pour refaire les routes, bon, tu vas aller à Four. C'était un peu le trou, ça ne l'est plus, c'est une belle petite cité rayonnante, mais Four en 73, ça ne doit pas être très gai, et surtout pour deux types qui étaient turcs, qui avaient trouvé leur Boostify, c'était pas simple de trouver, ils mangeaient beaucoup de poulet parce qu'ils pouvaient se le dépecer eux-mêmes et puis les égorger, et surtout ils se rappellent que les gens venaient voir les Turcs travailler, parce qu'on n'avait pas vu... L'arabe qui vendait des tapis et des cacahuètes et des préservatifs, il traversait les villages, on savait à quoi ça ressemblait. On ne savait pas encore qu'il avait des enfants et que ses enfants viendraient habiter, vivre ici ou naître ici. Mais on savait à quoi ressemblait un Maghrébin. Mais un Turc, c'était étrange. Donc on est surpris de voir arriver des populations différentes. Maintenant, on s'y est un peu habitué, j'ai dit un peu. Mais... on est bien dans cette alternance qui est nouvelle de l'étranger et du local, du terroir et du territoire, du coup, parce qu'il y a des gens qui sont sur leur terroir, c'est chez moi, fusil, attention, tu viens pas. Et puis le territoire, on se dit, civiquement, on est de là, on n'a pas de terre qu'on cultive, mais on est aussi de là, on a aussi les droits. Et puis, région de patrimoine, bon, évidemment. Mais tout de même, je fais un petit raccourci depuis tout à l'heure, les Roms,
Je crois savoir, mais peut-être les anciens villards me confirmeront, que le premier espace dédié aux gens du voyage, c'était Villefontaine, c'était le camp de la Tortue. Premier. Jean-Pierre Philippe. Je crois que ça lui a un peu coûté son poste de maire, mais pas que ça, il y a peut-être d'autres choses. Non, c'est pas ça. Bon. Là, je parle sous contrôle. Mais quand même, il y a eu cette idée. Vous connaissez le camp de la Tortue, c'est juste à côté de. J'allais dire de l'écomusée, d'ex-écomusée, du lac de Falavier. Bon. Juste à gauche, vous avez un éleveur de chevaux arabe, d'ailleurs, qui est un genre du voyage, un monsieur du voyage. Et puis, quelques caravanes, quelques maisons préfabriquées. Parce que, voilà, bon. Donc voilà un territoire intéressant aussi. C'est le camp de la Tortue qui est, bon, ils sont là. Il n'y a pas que des gens du voyage, il y a des gens qui séjournent là parce qu'ils ont trouvé que c'était pas si mal. Bon, je pense que j'ai beaucoup insisté sur les complexités. Je voudrais évoquer, oui, encore un petit peu de temps, la question des frontières. Si je retrouve mes... Oui, voilà. Alors, je pars de travaux de la Maison de l'Orient, Maison de l'Orient méditerranéen, qui est à Lyon, qui est un centre de recherche CNRS, Université Lyon 2, etc., qui a fait un numéro spécial sur la frontière en 93. Et on va faire un rapide historique qui va partir des Égyptiens. Que retirer de la conception égyptienne de frontières politiques au pays d'Égypte aux temps antiques? Tout d'abord, qu'elle est conforme à la doctrine la plus vénérable de la fonction royale, qui veut que le territoire de la nation soit un héritage, souligné, transmis par le divin depuis les premiers temps du monde, et qui exige que le monarque terrestre continue l'œuvre du démiurge en maintenant l'intégrité du don originel. La frontière est alors la sauvegarde des limites naturelles des deux bords de l'Égypte et de ses deux extrémités. Ensuite, que la frontière devient un outil de politique extérieure avec la constitution de l'Empire, car le roi conquérant par la volonté divine a le devoir de l'élargir. L'idée au fond ne diffère guère de celle des origines. Si le pharaon acquiert de nouveaux territoires, c'est parce que le dieu le veut, et il en est aussitôt le propriétaire. Son fils et les successeurs de celui-ci en étant les gardiens. Enfin, les frontières, qu'elles soient politiques, juridiques ou même religieuses, cas des limites d'emprise des temples par rescrit royal, ont nécessairement à être matérialisées dans l'espace par des bornes, stèles ou stèles frontières, des dépôts de fondations mis en place par paires, invisibles sous le sol des temples, des statues royales colossales. La plupart, si ce n'est la totalité, mentionnent une date de règne ou de mise en place. Surtout le plus souvent, la frontière et le témoin de sa mise en place sont placés sous une garantie de type magique, entraînant un châtiment d'origine divine en cas de violation, assorti à l'échelle terrestre d'une punition d'ordre pénal, du ressort direct de la justice pharaonique. Transgresser la frontière est un crime de lèse-majesté, mais plus encore un sacrilège, puisque sa garantie est divine. Ça, c'est les Égyptiens. Alors, on fait un bond, tac, et on se retrouve chez les Grecs. Quelques remarques. Les mêmes mots ont pu servir pour désigner la séparation entre les champs et la frontière. Là, c'est plutôt de la linguistique, philologie, qui délimite des territoires entre le monde habité et l'inexistant, entre les barbares et les Grecs. À l'intérieur d'une polis, P-O-L-I-S, vous savez, il n'y a pas de nette délimitation entre la ville et le territoire. D'autre part, les mots de la frontière peuvent être originellement concrets, tels horos ou eschatos, ou bien abstraits, tels perar ou terma, pardon pour les hellénistes. Mais ce qui est clair, c'est qu'aucun terme n'est à l'origine spécifiquement voué à exprimer la frontière. Celle-ci est conçue comme les mots étudiés ont pu le révéler, soit comme une fin extrême, soit comme un seuil au-delà duquel rien n'existe, soit comme une séparation qu'on fixe dans un espace disponible, une ligne dont le franchissement n'est pas inconcevable. Confins ou terme, la notion de frontière telle que les mots la révèlent n'a jamais été définie, bornée, strictement, figée, rigidement. Ainsi, les Grecs entre eux, mais aussi vis-à-vis des autres peuples à l'intérieur ou à l'extérieur du monde grec, n'ont pas établi, à l'origine au moins, la démarcation radicale qui eût fondé une spécificité d'un peuple grec opposé aux autres ou des Grecs opposés aux barbares. Bon, ça mériterait d'être plus développé. On va aborder la frontière romaine et ses contradictions. Moi, j'avais fait un film sur Rochemelon, qui est un pèlerinage très
très haut dans les Alpes, puisqu'on arrive presque à 4000 mètres, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, et la Maurienne, pardon. Et j'avais juste en exergue, je l'ai dit tout à l'heure, Ixunt Leones, au-delà sont les lions. Et si les Romains ont bien traversé par le col, par l'école, puisqu'il y avait le Mont Cenis, il y avait plein d'accès, tout comme les gens qui habitaient là, les Celtes, bientôt les Allobroges, mais les Celtes, on ne montait pas dans ces territoires hauts, parce que c'était difficile, et surtout parce que ce n'était pas le territoire des humains, c'était le territoire des diables, qui, pour vous empêcher de monter, vous jetaient des cailloux. Aujourd'hui, on appellerait ça des risques d'avalanche et d'éboulement. La télé vous envoie des diables tous les soirs d'hiver pour vous dire qu'il ne faut pas y aller. Bon. Et donc, ces territoires étaient réservés. Bon. Pour cette région-là, jusqu'à ce que, revenu des croisades sains et saufs, après un vœu qu'il avait fait, Rotario d'Asti, 1300 et quelques, c'est une des dernières croisades. Alors. Il était prisonnier, puis il était libéré. Ou suite de croisades, puisque c'était... Bon. Fait le vœu de monter une statue, un ex-voto dédié à la Vierge qu'il a fait revenir sur la plus haute montagne des Alpes. Et quand on habite Suse, la plus haute montagne des Alpes, c'est le Rocciamelone et Rochemelon qui domine Suse de 3000 mètres quand même. Donc il y va d'abord à cheval, et puis après il faut finir à pied. Et il y a un passage qui est, on dirait aujourd'hui une via ferrata. Il n'y a pas de fer, il y a des vieilles cordes, donc il y a souvent des accidents. Mais on arrive quand même en haut et on retrouve les gens qui sont montés de la Haute-Maurienne en général. Et donc ce territoire devient un territoire partagé. Alors je commence le film par Ixunt Leones et je termine par une chanson que vous connaissez sans doute, qui est la Bessanaise, mais qui a son... Non, ça vous dirait ? Elle a été chantée pour les Jeux Olympiques à Albertville. Donc vous n'êtes pas des montagnards, en tout cas pas des Mauriennais, pas des gens qui vont... Bon, mais on a le droit. Et la version italienne, c'est Piemontesina Belle, la belle piémontaise, un soldat qui regrette son séjour à Turin, et les Bessanais, pendant l'occupation italienne, donc en 41, 43, jusqu'à 44, enfin 43, 44, avaient traduit la chanson qui était très jolie, je ne vais pas vous la chanter là comme ça, mais et il est traduit comme un chant de résistance. Je pars dans le maquis, il faut nous séparer, ma belle Lily, etc. Bon, je ne t'oublierai pas. Et à la fin du film, on voit les Italiens, les soldats italiens qui sont montés à ce pèlerinage chanter en italien, et les Français. Donc il y a vraiment, nous on est chez nous là de ce côté de la montagne, et vous êtes chez vous. Et le film s'arrête par cette petite citation: nos cœurs vont là où coulent nos rivières. Et je trouve que c'est assez joli, je ne sais plus où je l'avais pêché, mais bon, je trouvais que ça allait bien pour conclure le film, où on voit des pseudo-fraternisations, mais des vraies fraternisations, on n'est plus en guerre. Il y a eu l'épisode Mussolini qui a été très rude. Mais voilà, ces territoires, on les recolle un instant, puis on les repartage après. On retourne vers le côté... On est dans une ligne de séparation des eaux, avec cette altitude, de séparation des eaux. Et donc, bon voilà, ce que je vous disais tout à l'heure sur les territoires, les frontières comme union et comme séparation, on y est bien là. Même le sacré, j'avais fait un article qui s'appelait Le partage du ciel, une revue sur les Alpes, parce que c'est ça, chacun a sa vision du sacré, de la Vierge, de la religion, parce que l'Italie et la France, c'est pas tout à fait pareil, même si on est sous l'autorité papale, pontificale. Bon voilà, c'est un peu pour dire aussi ces territoires-là qui sont voisins, qui se côtoient, qui se tolèrent, mais qui se disent comme différents, qui se vivent comme différents. Alors, donc, sur les Romains, la langue française ne dispose que d'un mot courant pour dire la frontière moderne. Nous sont rassemblés en un concept unique les modalités différentes, linéaires ou territoriales, de la délimitation et de la confrontation. Le latin, en revanche, offre le choix entre 4 termes principaux qui peuvent être regroupés deux par des rapports de métonymie ou d'exclusion. Finis et terminus d'une part, limes et ripa d'autre part. Ripa, ça doit donner rive, je pense. Bien loin de converger pour aboutir à une conception cohérente de la frontière, ces 4 termes s'inscrivent dans des registres radicalement hétérogènes. Ils ne sont pas superposables, mais correspondent, comme nous le verrons, à des modes de représentation différents selon l'échelle considérée. Frontière de l'Empire ou bien de tel ou tel secteur limitrophe. Selon la nature juridique du cadre territorial, frontière extérieure ou bien limite interne, ils ouvrent des pistes fort divergentes selon les points de vue où l'on se place, idéologiques, politiques, administratifs, militaires. Une première contradiction relevée par bien des auteurs est celle qui oppose les frontières définies et les frontières indéfinies.
ou pour reprendre l'expression si suggestive de Kornemann, à la frontière officielle, en allemand, les frontières invisibles de l'Empire romain. Oui, on oppose les frontières officielles et les frontières invisibles. Dans l'esprit de cet auteur, la frontière définie est la frontière de l'État, c'est-à-dire la limite extérieure des provinces de l'Empire romain. La frontière invisible, on rejoint Marcel Mauss, est celle des peuples plus ou moins vassaux entrés dans l'amitié de Rome. C'est en quelque sorte la limite de la zone d'influence romaine. Vous allez voir que ça va être important plus loin. Sous une autre forme, une même contradiction se retrouve dans les termes du couple antithétique limes-fines. Fines, c'est fin, hein, Finistère. Le Finistère, il y a un très beau film, Jean Epstein, qui s'appelle Finistère, la vie des pêcheurs, etc. C'est ça, le bout de la terre, on peut aller plus loin, après on est dans l'eau. Et limes, limitrophe, limite, etc. Au premier, nous donnerons provisoirement et sous réserve d'un nouvel inventaire des sens du mot limes, car une telle acception du terme a été récemment remise en cause de manière argumentée par B. Isaac, la valeur de frontière militaire du monde romain. C'était la ligne d'arrêt, ou plutôt la zone de contrôle où étaient campées les légions et les unités d'auxiliaires qui protégeaient les provinces. Au second terme, c'est-à-dire au fines, reviendrait ce caractère souvent évoqué de limite insaisissable et flottante à la périphérie de l'orbis romanus. Or, si l'on sait où se trouve le limes, il est bien difficile de savoir où se situent exactement les fines imperii. Vous voyez bien les frontières de l'Empire. En effet, comme le montrent de nombreux exemples, la ligne de contrôle militaire ne saurait être confondue avec la ligne politique de démarcation jusqu'à laquelle le territoire était réputé romain. Ça va être un peu pas trop long, j'espère. Mais dans un document aussi représentatif de l'idéologie cosmologique impériale que peut l'être pour le siècle des Antonins le panégyrique de Rome par Aelius Aristide, cette conception d'un empire sans autre limite que celle de la course du soleil n'exclut pas pour autant une évocation fort concrète de la barrière fortifiée qui protégeait la romanité du péril barbare. Cette barrière étant notamment les Alpes, après que, bon... peut-être encore un petit texte... Oui, si, c'est pas mal. Appliquée aux frontières extérieures de l'Empire, l'expression termini imperi, pour fines imperi, n'est qu'une simple métaphore de sa représentation... Et sa représentation n'est concevable comme un horizon lointain du monde romain que sur une carte à très petite échelle. En effet, c'est un point bien connu qu'aucune borne frontière n'a jamais été retrouvée et qu'il y a fort peu de chances qu'on puisse en retrouver jamais aucune qui dirait « ici se termine, ici finit l'Empire romain ». Cette remarque avait été présentée entre autres par T. Schlumberger à propos des bornes frontières de la Palmyrène, Palmyre, Syrie, l'examen des cipes gravées de Khorbet el-Bilas qui marquait la piste d'Agerbat, la limite de la région palmyrénienne, et du cipe de Kasr el-Khair, c'est un château arabe, mais qui a d'abord été romain, entre Palmyre et Émez qui est maintenant Homs, pour ceux qui connaissent la Syrie, à la limite de la province de Syrie, l'avait conduit à douter qu'il puisse s'agir de la frontière de l'Empire, et même qu'une telle notation ait pu exister chez les anciens. Le voyageur qui, par exemple, allait de la Méditerranée au golfe Persique, franchissait d'abord à Kasr el-Khair la frontière d'Émez, Homs, avec Palmyre, identique à la frontière de Syrie. Il franchissait ensuite quelque part vers l'Euphrate la frontière extérieure de Palmyrène. Laquelle de ces frontières était celle de l'Empire? Et de conclure qu'une telle question était aussi difficile à trancher que celle de savoir où se trouvait la frontière de l'Empire britannique. Intéressant. Bon, voilà, je vous ai lu beaucoup de choses. Alors, je voudrais... je vais le retrouver parce qu'elle est là, puisqu'on ne peut pas l'afficher, mais quelque chose qui est tout à fait... Voilà, je vous promets des choses, je vais essayer de tenir ma promesse, si je la retrouve. Est-ce que, dans ce que j'ai fait circuler, vous avez ce qu'on appelle la table de Pöttinger? Elle se serait glissée par inadvertance dans... Bon, j'aimerais bien la retrouver parce que c'est un élément important. Tu l'as? Ah, génial. Bon, en fait, donc vous l'avez tous sur main? Non. La table de Pöttinger, c'est 3e siècle, c'est avec des traits comme ça, presque. Bon, alors c'est moi qui l'ai, mais je l'ai vu tout à l'heure, donc elle doit être dans mon souffle, là. Confus. Parce que c'est un élément important. Vous avez le droit de parler, hein, pour l'instant?
Le plus bête, c'est que je vais la retrouver quand on aura fini, comme toujours. Bon, tant pis, on fera sans. On va repartir dans la boîte, puisque je me suis pas... Non, ça va être super. Bon, mais écoutez, le mieux, c'est qu'on la fasse circuler dans le bouquin. On va la faire circuler comme ça. Alors, avec son commentaire qui est... Voilà. Alors c'est une réflexion sur on va conclure avec ça parce que le reste, c'est bon, je pourrais vous lire tout, mais... Voilà. Donc, problèmes généraux de géographie. Puis on va conclure là provisoirement. Mais, dans l'introduction de l'article qu'il a consacré aux frontières du Principat dans le tome 2, un certain John Cecil Mann, partant de l'affirmation liminaire d'Auguste dans Res Gestae, selon laquelle l'orbis terrarum avait été soumis à l'impérium du peuple romain, souligne avec raison que nous pouvons traiter des frontières de Rome sur le mode de frontières statiques à l'image des frontières modernes. Cette réalité est incontestable dans les faits. À l'intérieur même de l'Empire, les limites des provinces ne s'expriment pas en termes d'espace cohérent susceptibles d'être définis par une ligne continue. Les documents qui définissent l'étendue des provinces sont des formulae provinciarum, qui ne sont autres que de simples listes de cités dont il semble, à la lecture de Pline l'Ancien, qu'elles étaient classées d'abord par statut, puis par ordre alphabétique au sein de la province. Selon leur statut juridique, les cités qui la composaient étaient en effet inégalement soumises à l'autorité du gouverneur. La somme de leur territoire seule constituait la province. Mais si l'on peut borner sous le Haut Empire des provinces comme un propriétaire bornait ses champs, deux principes semblent avoir permis de concevoir la frontière. L'un, bien attesté dans les fragments d'Agrippa, et après, lui, chez Martin de Tyr et chez Ptolémée, consistait à énumérer les accidents naturels qui la bornaient selon les 4 points cardinaux. L'autre est celui qu'atteste Pline lorsqu'il reprend à son compte le classement juridique et alphabétique des cités, qui constituait l'âme des formulae provinciarum, qui définissait les provinces par la somme des cités dans les territoires additionnés, constituait l'extension juridique réelle. Bon, je vais abréger là. Alors, on ne peut qu'être frappé par le fait qu'un géographe ancien, jamais une carte ancienne, n'entreprenne de nous montrer l'étendue ni les limites exactes d'un État. Arrêtons-nous un instant sur la table de Pöttinger. Celle-ci postule une identité parfaite entre le monde habité et le monde civilisé. Le monde est habité pour autant qu'il est mesuré et parcouru par des routes permanentes. On n'y rencontre que 2 mentions explicites des frontières de Rome, toutes 2 en Orient. La première signale des aere fines Romanorum, des aires de bornes romaines, de finalité, de frontières. Elle n'est donc pas une frontière à proprement parler, puisqu'elle ne met pas 2 groupes ethnico-politiques en présence sur une même ligne. Elle se borne à signaler les limites d'une influence qui se perd dans le flou d'une zone frontière qui longe une route. Elle n'en constitue pas moins le seul exemple d'une frontière qui dépasse l'étendue d'un point. La seconde est au moins aussi intéressante. Elle mentionne en effet les fines exercitus siriticae et commercium, c'est-à-dire les limites entre commercium barbarorum, car elle situe cette véritable frontière aux limites d'un champ de compétences militaires, celui de l'armée de Syrie. Bon, je crois que c'est assez parlant, cette carte qui est une référence depuis, pour tous les auteurs à toutes les époques, donc 3e siècle. On va la faire circuler comme ça, puis je vais conclure sur ces questions. Donc, pour simplifier, à partir de l'Euphrate, en gros, qui est une zone qui est très... Bon, on savait construire des ponts, mais l'Euphrate est quand même un fleuve qui coule beaucoup. On sait surtout faire des barrages maintenant, heureusement ou malheureusement pour les peuples qui sont en aval, parce qu'il suffit de couper pour qu'on fasse crever de soif, et les champs et les gens, mais surtout les champs. C'était le cas des affrontements à la Turquie, et des affrontements par voie d'eau interposée entre la Turquie et la Syrie, à l'époque où la Syrie abritait des membres du PKK. Bon,
Donc l'Euphrate, c'est à partir de là qu'on rencontre les tribus nomades qui sont plus insaisissables, qui ne sont pas des empires formés sur lesquels on peut s'appuyer. Je vois, par exemple, je reviens à la guerre des Gaules, il y avait des cités, des villes, donc avec des noms, des tribus, on s'emparait de la vie, etc. Les nomades, impossible. En particulier les Parthes. Alors, petit clin d'œil, notre voisin et sympathique San Antonio, enfin Frédéric Dard, avait fait un jeu de mots un peu facile, je vous le lire. Il disait c'est alors que les Athéniens s'atteignirent, que les Perses percèrent et que les Parthes partirent. Bon, c'est pas de moi, mais je trouve que voilà, ça égaye un peu le débat. Et je ne sais plus dans lequel des San Antonio. C'est dans l'histoire de France. Bravo, la référence. Oui, par San Antonio, c'est là-dedans. Ah, c'est possible. Bon. Mais surtout, les Parthes ce sont des tribus très mobiles, très mouvantes. Et le Romain n'a aucun impact. Ils ne sont pas fous, les Romains. Ils se sont arrêtés. Je parlais du limès tout à l'heure. Enfin, je lisais limès. Le limès, c'est, en Algérie, c'est Tébessa. Quand il n'y a plus de blé, ils ne vont pas aller s'emmerder avec les nomades qui sont là, qui disparaissent, qui sont très mobiles, qui ont déjà des chameaux, parce que les dromadaires arrivent assez tardivement au Maghreb, hein, mais on y en avait. Et en tout cas, ils savaient se déplacer, ils connaissaient le terrain était très dur, c'est le Sahara. Donc les Romains ne sont jamais allés au Sahara, il y a peut-être quelques vagues traces. Ça s'arrête à Tébessa, ça s'arrête à Tiaret, enfin si vous avez un peu la carte de l'Algérie, c'est-à-dire les régions où il y a du blé, parce que après ça ne les intéresse pas. Et après il y a des nomades, même si les nomades montent aussi au nord à certaines périodes, mais donc j'y reviendrai un peu plus en détail la prochaine fois. Donc le limès, la limite, c'est là où il n'y a plus d'intérêt à aller, parce qu'il y a des gens trop dangereux par rapport aux stratégies militaires des Romains. On n'est jamais attaqué. D'ailleurs, quelqu'un en avait fait l'expérience, on est encore sur les territoires, en anticipant toujours sur le Sahara. Un type a été persuadé en 1880 à peu près, il s'appelait Flatters, colonel, mission Flatters. Un certain Duveyrier, géographe, était allé jusqu'à la Libye. Il avait rencontré des Touaregs qui étaient tout seuls, enfin peut-être une petite escorte, trouvé accueillant. Flatters dit, c'était en pleine conquête, on n'avait pas encore pacifié, pardon du terme, le Sahara dans la région du Hogar où il y avait les Touaregs qui étaient encore farouches jusqu'au combat de Tite en 1911, je crois, où là vraiment les Touaregs font allégeance à la France conquérante. Donc Flatters dit, moi je vais aller rencontrer les Touaregs et on va y aller en force parce qu'au cas où. Donc il n'a jamais eu un affrontement. Il y a eu des petits affrontements de petits groupes de 4, 5, 10, 20 guerriers qui venaient harceler et puis qui repartaient dans le désert. Et donc ils ont été tellement tant et si bien harcelés qu'un jour on leur a donné des dattes empoisonnées, soi-disant un cadeau, pour entretenir les bonnes relations. Et ils ont été tous malades et ils ont décidé de revenir, ceux qui n'étaient pas morts de ces dattes empoisonnées. Et pour survivre, ils se sont mangés entre eux. C'est-à-dire que, vous vous rappelez l'histoire de l'avion dans les Andes, ça s'est passé de la même façon. Et sont arrivés, les officiers français sont morts et boustifaillés. Pas au début d'ailleurs, Flatters a été tué assez vite, ils ont dû l'enterrer. Mais à la fin, il fallait manger la viande disponible. Et les derniers arrivés, c'était les soldats Chamba, qui sont arrivés à Ouargla et qui ont raconté, évidemment, ils pouvaient que raconter ça. Ça veut dire que ce sont des gens difficiles. Vous avez peut-être vu Force Sagan, ce film avec Depardieu, qui est l'adaptation d'un roman, et d'une histoire en partie vraie. C'est pas facile d'attaquer des petits groupes c'est du harcèlement. Enfin bon, voilà. Et donc les Romains, leur territoire s'arrêtait là où on ne pouvait plus vraiment être efficace avec les légions organisées, avec la tortue. Bon. Alors, je sais pas, il me semble que ça nous fait une transition pour la prochaine fois, parce que je vous ai amené tout doucement au Sahara, là, avec la chaleur ambiante, ça nous met dans le bain. Je sais pas si j'ai encore un peu de temps, Daniel, ou si on... Peut-être déjà des réactions sur ce que je vous ai dit. Oui, je voulais tout de même, j'en ai parlé, puis j'ai un peu zappé, parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir du temps. Bon, je vous ai lu sur la table de Peutinger, vous avez le texte, l'image qui circule. Et vous verrez, c'est une carte vous l'avez déjà en main, c'est une carte très particulière. Nous, on aime bien les trucs bien carrés. Là, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est flou, que c'est fluctuant, hein, pour retenir que ça. Oui. Dernière toute petite lecture. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre dans Hugues Lagrange, Le déni des cultures. C'est un des seuls socio-anthropologues
je dis anthropologue, mais bon, je crois qu'il est plutôt classé sociologue, c'est l'IRS, oui. Merci. Qui a osé dire, oui, il n'y a pas de minorité en France, oui, on mêle les origines de tous les gens venus d'Afrique, mais c'est pas tout à fait aussi simple. Il y a des gens qui arrivent des régions sahéliennes, qui ne sont pas les héritiers de la même culture que ceux qui arrivent des régions, allez, en gros forestières, bon, pour parler de l'Afrique. Et que au matriarcat s'oppose le patriarcat, que très schématiquement, je vais vite, parce qu'il le développe de façon très intelligente dans son bouquin, très schématiquement, les gens qui arrivent du Sahel sont plutôt des gens qui se regroupent entre eux, qui n'essaiment pas beaucoup, et donc avec peu de possibilités d'adaptation ou d'insertion dans la société d'accueil en France, avec tous les problèmes qu'on sait, le 9-3 pour résumer aussi, et que les autres se dispersent. Ne restent pas en famille très grande ou en groupe, bon, et que ça fait une sacrée différence en termes de délinquance, d'adaptation, etc. Et puis bon, ça c'est un peu sa thèse qui a un peu scandalisé les anthropologues, parce que de toute façon ils ne se mouillent pas trop, en général, sur ces questions, même s'ils ont quelques compétences, j'espère qu'ils en ont. Je reviens à Rome. De nos jours, dans la plupart des pays, les statuts individuels forment, comme dans la Rome antique, des cercles de précarité croissante. Au centre, les nationaux du pays, puis les ressortissants européens, suivis des résidents non communautaires, puis des non communautaires non résidents, des demandeurs d'asile, etc. Dans la première couronne, ça fait penser à Paris, dans la dernière couronne, extérieure, à l'extrême périphérie, se tiennent les sans-papiers. Là, le poids des migrants venus du Sud s'élève. Ce sont des Européens de fait vivant en sursis et aux marges. Les enfants de sans-papiers héritent de cette précarité radicale. C'était l'histoire des cercles, parce que j'y reviendrai beaucoup la prochaine fois. Alors, ça, je pense qu'on reste encore dans le sujet, je sais pas, je me suis baladé. En Ile-de-France, la toponymie urbaine est symptomatique. Les rues des quartiers HLM, aujourd'hui, les plus disqualifiés, portent des noms d'artistes ou d'étoiles. Tout ce qui sonne rustique ou local abrite en revanche les classes moyennes ou aisées. On y ressent une douceur et un équilibre très particuliers. Des dizaines de villes de la région parisienne ont vu, dans les années 60-70, s'édifier des cités HLM avec des bonheurs architecturaux divers, même lorsque les plus grands noms y sont associés, Ayo, Portzampark, Park, Neguerre, etc. Bon, non mais voilà, ça se développe un peu, mais surtout les noms des rues, c'est assez intéressant. Je pense que ça vous parle peut-être par rapport à ce qu'on vit ici. Et puis, dernier texte, et j'arrêterai là. Le mot community... La délinquance et l'échec scolaire étaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour l'essentiel la conséquence de dysfonctionnements individualisés, sans base sociale spécifique, assis sur des dérives éducatives isolées ou des conflits intrapsychiques. Ils ont pris depuis 3 décennies la forme d'un conflit social territorialisé. Parler de dérive des quartiers suggère que les problèmes viennent seulement de là. Bon voilà, c'était une conclusion très provisoire et peut-être un peu arbitraire. Voilà, vous avez des questions ? J'ai beaucoup lu, mais voilà, je voulais pas faire semblant de m'approprier des textes que je trouve intéressants. Il valait mieux que je les restitue dans leur jus. Donc, vous l'avez constaté, je vous l'avais prévenu, on se balade un peu. On va resserrer bien sûr sur une région, puis en élargissant un peu à partir de cette région, qui est celle que je connais, élargir à ces régions du... Alors, Bourgeois est plus spécialiste, je vous le disais, du Sahara, Niger, Mali, Haute-Volta, Burkina Faso plutôt, et surtout Touareg, mais dans l'ère culturelle Touareg, il y a plein de gens qui se côtoient, mais je pense qu'il a aussi travaillé sur les Touaregs, puisqu'il y en a en Libye, et qui pourrait nous parler, non pas de l'histoire libyenne ou de la politique libyenne, peut-être que oui, parce que ça nous touche beaucoup en ce moment, mais surtout de l'organisation tribale, parce qu'on est encore dans cet héritage-là. L'attente de Kadhafi, c'est pas juste la provocation pour emmerder Sarkozy, c'est parce qu'il se ressent d'une certaine tribu et que c'est très compliqué à administrer un pays. Et que surtout, rappelez-vous, ce qui s'est passé en Irak, une fois que le dictateur a disparu, tout le monde était content, sauf que c'était un souk, pour ne pas dire un autre terme, impossible, parce qu'il avait la main sur les tribus, sur les chefs de tribus, sur des réseaux, sur le clientélisme, etc., comme on rencontre aussi chez nous, sous une autre forme, bien évidemment, et que Kadhafi disparaissant, ce qu'on souhaite tous, enfin je pense tous, selon les modalités que chacun veut bien accepter pour sa disparition, ça ne sera pas simple, parce que à qui feront allégeance les tribus ? Quand je reviens au Touareg, peut-être que André Bourgeois en parlera, mais
quand les Touaregs ont vu arriver les Wilayas 6, c'est-à-dire en 62, juste avant l'indépendance, il y a l'ami local, le chef Touareg, qui a dit « Vous nous avez débarrassé du colonisateur français, bienvenue aux colonisateurs algériens. » Parce que les Français avaient gagné les batailles. Ils leur ont filé des pilets et tout, et ben voilà, c'est le vainqueur, respect. Les Algériens, ils arrivaient du Mali, ils s'étaient planqués de l'autre côté des frontières, il n'y a pas eu de guerre d'Algérie, ou très peu, enfin, des événements. Et donc les Algériens ont pris le pouvoir dans la région du Hogar, dans l'espace sud-Sahara algérien, comme ça, parce que les accords d'Évian, et que, voilà, on pourrait revenir longtemps sur la répartition des territoires par rapport à une bombe atomique et à du pétrole. C'est un sujet... Bon, vous en savez sans doute autant que moi là-dessus. Mais voilà, c'était très mal vécu par les Touaregs et je crois que c'est toujours assez mal vécu. Et j'ai un autre film sur les Touaregs, justement, qui commence, que j'ai fait il y a, oh mon Dieu, 40 ans. Et je suis vieux que ça, oui, c'est vrai, tant pis. Qui s'appelle Les Seigneurs de la Paix, avec un point d'interrogation qui est pas écrit dans le titre. Et on voit le maire de Tamanrasset, qui est un noir, donc descendant, sinon d'esclaves, du moins de Haratin, des gens qui venaient travailler la terre en toute liberté, et qui vient serrer la main dans une grande fête touareg. Et le film commence par un proverbe touareg qui est « La main que tu ne peux couper, baise-la ». Merci. Je ne sais pas dire si j'ai su le dire en targui, mais je ne sais pas plus, on s'en fout. Vous avez des questions ou impressions? Ou est-ce que vous avez des réponses? Parce que j'ai dû poser beaucoup de questions. J'aimerais mieux des réponses que des questions. Bon, plutôt des critiques, si ça vous paraît pas trop perturbant de zapper comme je l'ai fait là. Bon, je me suis alimenté de mes lectures parce que, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste des questions de territoire, sauf mon petit village gaulois du sud du Sahara. Est-ce que le territoire a plus d'importance que la culture? Est-ce que les deux sont liés? Mais je n'ai pas l'impression quand même. Je pense que la culture est beaucoup plus déterminante que le territoire. Je vais faire une réponse. Dans à peu près toutes les régions du monde. Je vais faire une réponse pirouette. Je sais faire ça. Je pense qu'elle n'a pas disparu avec la table de Peutinger. Oui, attendez, deux secondes. J'emprunte à Fernand Braudel, qui est un peu sérieux par rapport à mes divagations. On va retrouver. Après, je vous fais une réponse peut-être plus personnelle, mais je vais retrouver ça parce que je l'ai un peu zappé pour pas perdre trop de temps. Et puis j'ai tellement zappé que je ne l'ai plus. Il faut les voir, forcément. Oui, alors, Braudel. L'identité de la France, hein, Fernand Braudel. Un pays, c'est une culture, une langue. Un pays, au sens de pays, pas seulement nation. Un territoire. Et l'assimilation dans le respect des différences. C'est un peu ambigu, ça, parce que assimiler et respecter les différences, ça n'a pas de sens. Si on assimile, on ne respecte pas les différences. Bon. On fabrique des Français bien ronds, bien bons. Alors, pour répondre plus précisément, vous me reposer la question parce que je suis parti sur mes recherches, sur mes... Je me demandais si la culture n'avait pas plus d'importance que le territoire. Ou la culture, enfin, la non-culture aussi. C'est-à-dire que le processus historique n'est pas plus important que le territoire sur lequel on vit. Bien sûr que le territoire détermine la façon de se comporter, mais j'ai l'impression qu'il est secondaire par rapport au vivre ensemble des gens, aux traditions accumulées, aux traditions perdues, au besoin de voir ce qui se passe ailleurs, si c'est possible, c'est pas toujours ça. Vous voyez ce que... Oui, alors, bon, je ne veux pas avoir... Le territoire géographique, il est ce qu'il est, et que finalement on en tire les profits qu'on peut, ou les événements qui sont là, mais que c'est plus le vivre ensemble qui va déterminer le comportement des gens, et non pas la terre. Oui et non, hein, je ne ferai jamais des réponses tranchées, mais
une culture, me semble-t-il, est ancrée dans un territoire. Est ancrée parce qu'on a des repères visuels, physiques, sensuels d'un territoire. Alors ça, c'est une chose, mais en même temps, on peut... Je reviens à l'Algérie, je pense aux Alsaciens qui sont partis, ils ont refabriqué une Alsace idéale en Algérie, les maisons alsaciennes, là en Algérie, bon, on transporte son identité culturelle ailleurs, on n'est plus dans le territoire d'origine, mais on transporte des petits bouts, un petit bout de musée, quoi. Je ne suis pas sûr que... Enfin, beaucoup sont revenus parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce nouveau territoire. D'autres sont restés, ils ont fait souche, etc. Ils sont devenus des Français d'Algérie, non plus des Alsaciens, même si on se retrouve. Alors oui et non. Moi, il me semble qu'un territoire, c'est quand même une emprise très très forte encore une fois, de sensations et de repères visuels, d'objets, de châteaux, de maisons, de bois, oui, de repères visuels. Alors, c'est un peu complexe. Moi, je trouve, par exemple, je fais encore des petits contours pour tenter de vous répondre. Rhône-Alpes, on pourrait faire un test. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous connaissez les limites? Vous connaissez... Allez, je vous prends pour des naïfs, excusez-moi, mais c'est une façon de raisonner. Qui connaît, comme ça, sur le pouce, tout de suite, le nombre de départements, le nom des départements, les limites, le pouvoir administratif? Qui connaît, qui a visité les départements de notre région? Alors, on est tous un peu des migrants du tourisme et de la curiosité, du sport, peut-être, je sais pas, mais moi, je me souviens quand je présentais Rochemelon au public, et surtout à mes étudiants à Lyon 2, je leur disais, le Mont-Cenis, ça vous parle? La Maurienne? Alors je leur sortais, c'était juste après les JO d'Albertville, je leur montais la carte, j'ai une carte en relief d'Albertville et des Jeux Olympiques, ça leur parlait, mais pas plus, parce qu'ils n'y étaient pas allés, bon, ils ont 20 ans, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller faire du ski. Rhône-Alpes est tout à fait, mais on vit dedans depuis quand même quelques années. Qui peut dire qu'il maîtrise, sinon si on est élu, si on voyage sur son métier, bon, qui peut dire qu'il maîtrise bien le sens de Rhône-Alpes, les Rhône-Alpins? Oui. Il y a des régions beaucoup plus marquées, je pense à la Bourgogne est une région historique, c'est là que la France s'est battue, s'est entretuée, s'est faite, c'est certainement. Oui. Non, mais alors on a un exemple là peut-être qui peut permettre de nous faire avancer en nous disant il y a quelque chose, un territoire qui est quand même défini, qui est limité, qui est borné, même si les gens qui l'habitent ne le sont pas, j'espère. Et tout à coup, il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Donc quand on est loin, on dit je suis rhône-alpin, on dira je suis lyonnais, je suis parisien, je suis de l'Isère. On ne dira pas je suis rhône-alpin, parce que ça ne parle pas. Oui. Mais quand même, à l'heure de la mondialisation, ce que je disais tout à l'heure, les micro-mondes qu'on fabrique, c'est quand même une belle référence. Rhône-Alpes, il s'y passe des choses, économiquement c'est plutôt pas mal, lieu d'échange. J'ai fait un bouquin qui s'appelait Rhône-Alpes, terre de passage, de rencontres et de métissage. Cette région qui s'appelait pas Rhône-Alpes, qui était la Sécanaise, qui était les Allobroges, qui était vraiment le Viennois, etc., a une histoire. L'Ardèche est un petit peu loin pour nous, mais ça fait partie de cette histoire. Encore la conquête des Gaules, c'est assez bien délimité, on sait bien. L'appellation est récente, l'appellation administrative est quoi, 30 ans à peu près, peut-être plus. Bon. Mais c'est un territoire qu'on ne sait pas vraiment approprier. On est d'ici, mais on ne se revendique pas comme rhône-alpin. En même temps, on a une culture rhône-alpine, parce que quelle grande différence il y a, un peu d'accent, mais entre l'Isère et l'Ardèche, on est très proches. D'ailleurs, beaucoup de gens d'ici ont une petite maison dans un coin de l'Ardèche. Quelques-uns. Non, mais je visais personne. Non, mais on en rêve, ou en tout cas on l'a eu, ou en tout cas on a des copains qui, etc. Bon. Alors, j'ai pas répondu, je suis parti peut-être sur autre chose, mais... Pour aller dans votre sens, je trouve effectivement peut-être que ce qui prime, quand même, il nous semble que la culture prime. Par exemple, le territoire occitan ou breton, c'est bien la culture qui va primer dans la défense de cette notion que la terre elle-même
l'Occitanie exactement, pas. Mais par contre, la culture occitane ou la culture bretonne est ardemment défendue. Oui, mais si tu l'enlèves de son territoire, le breton, il devient français. Il va toujours participer aux associations bretons parisiennes. Il va se battre surtout pour la défense de son identité culturelle, plus que de ce territoire. Mais parce que son territoire n'est pas mis en question, personne ne va aller lui prendre. C'est acquis, c'est la Bretagne, point. Donc il va défendre effectivement son identité culturelle. Imagine qu'un nouveau Jules César débarque, je suis encore fasciné par ce type, et qui disent on va... Exploiter économiquement, ils sont quand même. Oui, peut-être. Un petit peu organisé. Si je parle. Oui, il y avait une question au fond, pardon. Oui, allez-y, mais je t'en prie, bon, on va terminer. Je voulais juste rajouter, pour étayer ce que je pensais, sur des périodes d'occupation très longues, par exemple romaine ou les Omeyyades en Andalousie, tout ça, ils ont toujours gardé bon, il y a eu quelques dilutions, quelques mélanges, mais enfin le socle culturel restait. Par exemple, les Romains qui ont occupé pendant plusieurs siècles des régions, normalement, ils auraient dû un peu prendre un peu les habitudes du territoire. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est les populations occupées qui ont pris le mode de vie romain. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que c'est quand même plus la culture que non pas le territoire qui marque les gens. Et en même temps, des peuples qui ont été colonisés et qui se sont débarrassés du colonisateur ont fait difficilement, mais revivre les traditions. Je vais revenir sur l'Algérie, les mosquées qui ont commencé à repousser pour plein de raisons, mais entre autres parce que on voulait se retrouver entre soi avec la religion traditionnelle, dont on pensait que les chrétiens nous empêcheraient de la pratiquer, ce qui n'a jamais été le cas, mais il y a eu un grand traumatisme en 1830, on se dit « Ah, c'est fini, les chrétiens, on ne va plus pouvoir être musulmans ». C'était tout comme ça, bien sûr. Et donc, ces cultures déformées, peut-être exagérées, exacerbées, se sont remises en place de façon un peu chaotique. Mais c'est la culture dominante du colonisateur qui a disparu. On est resté quand même sur son territoire, et c'est bien le territoire qui a permis de reconstituer cette culture traditionnelle. C'est pas si... Si on avait déplacé, complètement les gens pour les acculturer à autre chose, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu reconstituer. Mais peut-être, oui. Oui, vous vouliez intervenir tout à l'heure ? Vous avez un micro ? En principe. Ah non, il n'y en a pas au fond. Ah, vous êtes hors territoire, hors limite. Voilà, c'est ça, je suis au confort. Non, c'était juste pour préciser que vous cherchiez un point d'identification pour la région Rhône-Alpes. Oui. Il y en a au moins un, historiquement, c'est l'industrie de la soie. Oui. Monsieur en connaît un autre. Oui. L'autre trait d'union Rhône-Alpin, je crois que c'est un journal qui a un monopole qui couvre les 7 départements de Rhône-Alpes. C'est le Daubé. Il est parti, dommage. Oui, non, il y a plein de... Oui, bien sûr. Oui. Sauf que dans le Rhône, c'est le Progrès. La région du Progrès, non. Oui. Je voulais dire que l'actualité nous donnait un exemple de déconnexion du territoire et puis en même temps aussi de l'appropriation du territoire par la culture et la conscience que l'on a d'une injustice énorme d'être exploitée par le web, justement, par le web, toutes les populations du monde arabe qui se sont senties vraiment victimes d'injustice ont réagi grâce au web, et donc il y avait un déplacement de territoire, là, une conscientisation qui se faisait par la toile de problèmes qui menaient à une telle prise de conscience qu'on devait se réapproprier ce territoire et le faire échapper aux mains des dictateurs qui dirigeaient à tort. Et ça a été un problème tellement important qu'on a vu la Chine fermer ses sites web pour que surtout pas la population se mette à avoir une idée d'indépendance et à avoir l'idée d'échapper aussi à ses dirigeants. Donc ça me paraît un territoire de plus en plus important, le web. Paul Virilio, le territoire un espace-temps qui rapetisse. Oui. Le web, l'avion, les voyages, le TGV. Oui. Mais on vit d'autant mieux la mondialisation qu'on a les pieds dans son territoire, je crois. Alors nous, c'est facile de le dire parce qu'en gros, on est en tout cas dauphinois ou en tout cas
impliqué, imprégné de notre région d'origine, même si, ou alors s'étant fait adopter ou ayant adopté, pas tout à fait pareil, la région où l'on vit, parce qu'on y est bien. C'est facile quand on se sent d'ici, même si on n'est pas né ici, encore une fois. Il y a une façon de le devenir. Il y a aussi de grands villages planétaires. Ça permet, oui, voilà, il faut. Global. Voilà. Oui, je crois qu'il faut. Alors pour nous, c'est facile parce qu'on connaît. Je veux dire, pardon, je ne connais pas tous, loin de là, mais on connaît en gros notre histoire. On a connu nos grands-parents et souvent sur nos parents, nos grands-parents, sur le terroir et sur le territoire où on vit, ou en tout cas jamais très loin, où on s'est déplacé, mais en connaissant ses racines. Et je pense qu'une des grandes différences, c'est, et on le vit, on le sait, là aussi, la télé en parle, la littérature en parle, la littérature journalistique, ou même la littérature tout court, écrite par eux souvent, c'est de se dire où sont mes ancêtres, où sont mes racines. Pardon, le mot, voilà. Où sont mes racines? On ne m'a pas raconté, mon père, je parle de jeunes immigrés, hein, issus d'immigration. Mon père ne m'a pas raconté. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu puisqu'il est resté au bled. Mon père ne m'a pas raconté puisqu'il en a bavé, parce qu'il ne voulait pas m'embêter avec ça. Et moi, je suis quoi? Où sont mes racines? Mes copains français ou mes copains du quartier, mes racines, c'est le bloc HLM. C'est pas tout à fait des racines, mais ça le deviendra. Peut-être que dans 3 générations, on dira, t'as pas connu les HLM, c'était balèze, on pouvait dealer, on pouvait faire des trucs. Ah ben oui, c'est comme l'armée, c'est quand on en est sorti, on trouve ça bien, on a des copains alors qu'on s'est fait chier pendant 1 an et demi. Oui. Je pense qu'on va arrêter s'il n'y a pas d'autres questions. Mais voilà, je suis embêté de ne pas mieux vous répondre, mais je crois que c'est la question de fond. Oui. Quand on a travaillé sur les communautés, je veux dire, effectivement, on recherche Non, mais je crois que c'est son ça. territoire. Je veux dire, c'est vraiment imbriqué et Oui. ça va de l'un à l'autre, vice-versa. Oui, micro. Oui. Non, je disais que c'est vraiment, les deux sont vraiment imbriqués. Donc, Daniel qui a vraiment travaillé sur les communautés, qui justement, donc là, la question est posée de la culture ou du territoire, puisqu'il recherche toujours un territoire aussi en se regroupant en communauté, justement. Donc, c'est sans arrêt des allées-venues entre territoire, culture. Je ne sais pas s'il y a une réponse vraiment qu'on peut asséner. Et du coup, en t'entendant, je me dis qu'au fond, mon allusion, c'était pas du tout dans cette intention-là, mais mon allusion à l'OLP comme territoire, la communauté s'invente un territoire. On n'est pas là chez nous parce qu'on est mélangé à d'autres, mais on a un territoire communautaire. C'est-à-dire qu'on est en France, on respecte les lois, bon, la plupart du temps, mais on a un territoire qui est la communauté. C'est une abstraction qui repose sur une réalité. C'est des gens, c'est une activité, c'est une culture, mais on n'a pas de territoire à nous, puisque notre territoire, il est loin. Encore que ce territoire, on y retourne, on aide souvent à sa reconstruction, on aide souvent à sa patrimonialisation. Je reviens au Bessanais, il n'y a pas plus fervent de la reconstruction des chapelles que les anciens chauffeurs de taxi qui reviennent. Ils étaient à Levallois, les Bessanais, c'était une des spécialités. C'est eux les supports de la reconstruction du patrimoine local. Hein, on a travaillé là-dessus. Et dans les situations migratoires, donc la communauté migrante a un territoire, c'est la communauté. Aussi, c'est peut-être aussi intéressant à verser au débat, au dossier. Ben merci.